présente maintenant l'intervention du professeur Anne Sauvaget, qui est nommée TDAH, de la suspicion au diagnostic en évitant les pièges. Merci beaucoup Jean, bonjour à tous. Alors pour les besoins de la visio, je suis obligée de m'asseoir, ce qui m'embête un peu parce que je préfère être debout pour les présentations. Mais on va faire au mieux pour que tout le monde puisse suivre ce topo. Donc d'abord, je remercie les organisateurs de la journée de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, un grand honneur de venir vous faire une présentation sur le TDAH de l'adulte. Je remercie en particulier le docteur Jean Marchand et le docteur David Braille pour leur initiative de cette journée. Je remercie également les associations de patients qui nous aident au quotidien, parce qu'une fois que le patient est sorti de la consultation, on est bien content d'avoir des relais pour l'information, pour le soutien au quotidien. Et puis je remercie également tous les collègues avec qui je vais avoir le plaisir de travailler bientôt à l'EPSM, puisque travaillant au CHU de Nantes, je suis mise à disposition en temps partiel sur l'EPSM Mazurel, donc c'est officiel, donc on peut le dire maintenant. Donc on va revenir maintenant à nos moutons, donc je vais vous demander un petit peu d'attention. Alors pourquoi ce titre, de la suspicion au diagnostic et au traitement en évitant les pièges? C'est que vous allez voir, et on en a déjà parlé un peu ce matin, c'est que le parcours du patient TDAH, déjà de l'enfant et de l'adolescent, est un peu compliqué. Alors celui de l'adulte est encore plus. Ne parlons pas celui de la personne âgée, parce qu'il faut y penser aussi. Toutes ces personnes, elles vieillissent, elles arrivent à l'âge de la retraite, elles développent d'autres maladies, il faut savoir s'en occuper. Donc on peut faire du dépistage à tous les âges. Donc adulte, c'est sans limite d'âge. On peut avoir un TDAH à 100 ans aussi. Alors, on va avancer la diapo. Hop. Si ça marche. Donc déjà, on va reprendre un peu des petites choses à la base pour savoir de quoi on parle. Donc l'attention, c'est ce que vous êtes en train de manifester en ce moment, c'est d'essayer de suivre le déroulé logique de la matinée. Alors on va reprendre quelques petites bases, sachant que cet après-midi, il y aura l'intervention d'une neuropsychologue, Déborah Bertré, donc qui vous expliquera ce qu'on met en évidence chez les patients qui souffrent de TDAH avec éventuellement d'autres troubles. Là, on va juste parler de la façon qu'on a d'avoir une attention normale. Donc l'attention, c'est quoi? C'est le fait de sélectionner, d'activer et de faciliter certains réseaux de neurones aux dépens des autres. C'est par exemple se dire ce soir, je dois faire à manger. Ah ben non, là, je suis à la présentation. Il faut bien que j'écoute. Donc c'est déclenché de manière réflexe par événement. Là, vous entendez, il y a le buffet qui va peut-être s'installer tout à l'heure. Vous allez être distrait. Vous allez dire, ah non, il faut que j'écoute la présentation. Et tout ça, ça se passe où? Ça se passe dans le petit cerveau, là, que vous voyez. Ça se passe dans la partie avant du cerveau. C'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal, et plus particulièrement dorsolatéral. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà où ça se passe quand on est attentif. C'est pour ça que des fois, à la fin de la journée, on a mal à la tête juste derrière les yeux. Alors tout ça, l'attention et les fonctions exécutives, eh bien, c'est ce qui doit être mis en place pour faciliter l'attention. Alors la mémoire de travail, c'est la mémoire qui se met en place quand je dois retenir des informations qui vont être utiles à mon quotidien. La flexibilité cognitive, c'est la capacité à passer d'une idée à une autre. Donc les gens, par exemple, qui sont très psychorigides, il manque, on va dire, de flexibilité cognitive. C'est une des choses qui peut arriver dans de nombreuses pathologies neuropsychiatriques. Et puis, ça va être en lien aussi avec les capacités d'inhibition et de contrôle. Par exemple, j'ai mon ventre qui est en train de grogner parce qu'il a faim. Je vais essayer d'enlever cette information pour me concentrer, pour faire ce que j'ai à faire. Voilà en gros les différents types d'attention. Donc on a d'abord l'attention sélective, c'est le fait de maintenir son attention sur une cible lorsqu'il y a des distracteurs présents. Donc par exemple sur la route, les petits oiseaux, les panneaux publicitaires qui s'allument dans tous les sens. L'attention soutenue, c'est la même chose mais sur une période plus longue, par exemple suivre un cours, suivre une émission à la télé. Et puis l'attention partagée, c'est la capacité à diviser son attention sur plusieurs tâches. Donc tout simplement, les tâches domestiques du soir, gérer les enfants, gérer les devoirs, gérer les courses, emmener la voiture au garage, et donc d'essayer de le faire le plus efficacement possible avec le plus d'attention possible. Alors, avant de parler de TDAH, ça c'est super important, il y a des gens qui viennent en consultation pour dire j'ai un trouble de l'attention. Ah oui, mais peut-être que c'est peut-être pas un TDAH. Donc il faut essayer d'avoir une vision assez globale en se disant que le trouble de l'attention, c'est comme la fatigue, c'est comme les troubles de l'appétit, c'est comme l'amaigrissement, c'est comme les troubles du sommeil. Ça peut en fait exister dans tout un tas de maladies. Donc par exemple, si j'ai un trauma crânien, je peux avoir des troubles de l'attention. Juste à côté, si quelque chose me fait très peur, donc si j'ai un traumatisme, hop, ça va focaliser mon attention sur quelqu'un qui vient de m'agresser. Donc évidemment, je ne vais pas faire attention à autre chose.
Ça peut être aussi en bas à gauche, le petit bonhomme qui se serre les dents. Si je fais des crises d'angoisse à répétition, ça peut entraîner des troubles de l'attention. Si j'ai des troubles du sommeil, vous voyez bien, quand je ne dors pas très bien plusieurs nuits de suite, je peux avoir des accidents de voiture par problème d'attention. Et puis, les troubles de l'attention, à partir d'un certain âge, quand il n'y en avait pas avant, ça peut être un signe, quand c'est associé aussi à des troubles de la mémorisation, des troubles de l'orientation, à un trouble neurodégénératif débutant. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un des premiers messages importants à retenir, c'est que tout trouble de l'attention repéré par un patient ou son entourage, quel que soit l'âge, donc c'est pour ça que ça peut être une plainte, mais des fois c'est quelque chose que le patient lui-même ne va pas voir, ça va être repéré par l'entourage, n'est pas forcément synonyme de TDAH. Ça en fait partie, mais c'est pour éviter les raccourcis de pensée et les diagnostics, on va dire, un petit peu excessifs, ou les diagnostics un peu à l'emporte-pièce. Alors maintenant, on va passer à l'impulsivité. C'est quoi l'impulsivité ? Parce que c'est une dimension aussi importante du TDAH. Normalement, on devrait dire trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, impulsivité. Ça va un peu ensemble, ces deux choses. C'est la difficulté à attendre, le besoin d'agir et la tendance à interrompre les activités des autres. Donc en gros, c'est toute personne qui, normalement on voit pas mal d'impulsivité chez les petits-enfants, parce qu'ils apprennent aussi avec l'éducation, avec les normes sociales, à réfréner leurs envies de manger un gâteau. Chez l'adulte, normalement on ne se précipite pas dans la pâtisserie pour se servir comme ça. Malheureusement, il y a des troubles psychiatriques et psychologiques qui sont marqués par l'impulsivité, et c'est aussi pour ça que des fois on peut se tromper de diagnostic, on peut avoir plusieurs diagnostics associés. L'impulsivité se retrouve dans d'autres troubles, notamment les troubles de la personnalité, et un trouble de la personnalité qui est assez bien connu, celui de la trouble de la personnalité borderline, où l'impulsivité est un des symptômes centraux. Et puis je vous ai mis en dessous tous les autres exemples de troubles de la personnalité qui peuvent avoir une dimension impulsive importante. Donc ça, c'est le deuxième message important. Toute impulsivité n'est pas forcément synonyme de trouble déficit de l'attention. Et puis on fait un petit mot sur l'hyperactivité. Donc c'est quand on bouge tout le temps, qu'on est agité, qu'on a du mal à rester en place. C'est l'un des symptômes centraux du TDAH. Mais attention, on peut le retrouver aussi dans d'autres troubles. Par exemple, si je prends un rail de coke sous vos yeux, je risque d'être un petit peu agité. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a un TDAH. Donc ça, c'est un exemple vraiment expérimental de déclenchement de l'hyperactivité. Et puis dans le trouble bipolaire, par exemple, si on fait des épisodes maniaques, et puis à l'inverse des épisodes dépressifs, eh bien on peut avoir de l'hyperactivité. Et puis, vous allez voir, des fois, tous ces troubles se mettent ensemble, ce qui fait que chez l'adulte, ça peut être des fois très compliqué de porter un ou plusieurs diagnostics. Déjà que chez l'enfant et l'ado, c'est pas très facile, chez l'adulte, on en rajoute une couche. Donc, troisième message, toute hyperactivité n'est pas forcément synonyme de TDAH. Mais on va voir que les trois peuvent s'y retrouver. Alors maintenant, de quoi on parle ? Donc du trouble déficit de l'attention. Donc là, je vous ai mis un petit document pédagogique. Alors je sais que Christine Gétin et d'autres associations ont déjà des documents pédagogiques très bien faits. Donc il suffit d'aller sur ces sites pour se refaire, on va dire, son information de base pour pouvoir les diffuser. Là, c'est un document que j'ai trouvé très intéressant qui est fait sur le site de l'INSERM. Je vous invite à taper INSERM TDAH. Vous pouvez l'imprimer en couleur, donc qui résume les grandes lignes que l'on va détailler par la suite. Alors, le TDAH, c'est quoi ? Alors, comme c'est écrit en tout petit, je vais être obligée de me tourner un peu parce que j'ai beau avoir des lunettes, c'est un peu compliqué des fois. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui peut revêtir plusieurs formes. Donc, on va avoir une forme plutôt inattentive, une forme des fois plutôt hyperactive, mais aussi, il peut avoir les formes déjà, les deux en même temps, qu'on va appeler les formes mixtes. Donc, ça complique déjà un peu le tableau. Je vous ai dit déjà, enfant-ado, c'est pas simple, adulte, c'est encore plus compliqué. Ça peut entraîner un handicap fonctionnel très important, on va voir chez l'adulte, dans plusieurs sphères, la sphère familiale, personnelle, interpersonnelle, conjugale, au travail, avec ses propres enfants. Si je suis moi-même TDAH et que j'ai des enfants qui en plus auront un risque plus élevé de l'être parce qu'il y a une part d'héritabilité importante, c'est-à-dire de transmission avec plusieurs gènes, ce n'est pas un gène du TDAH, si j'ai moi-même des troubles de l'attention, je vais avoir encore plus de mal à gérer mes enfants. Donc, par exemple, moi j'ai halluciné la première fois que j'ai reçu des adultes avec un papa qui avait oublié son enfant dans la voiture alors qu'il faisait très chaud. Ça débouche sur des situations de maltraitance, enfin en tout cas désignées comme telles, mais qui est résulté d'un TDAH qui était vraiment très très grave, avec des conséquences qui peuvent être vraiment des fois très malheureuses et déboucher sur des situations médico-légales. Alors pourquoi c'est difficile à identifier ? Parce qu'il y a plusieurs formes qui peuvent se surajouter.
Il y a aussi des formes hyperactives au premier plan, plein de troubles qui ont en commun un trouble de l'attention, on vient de le voir, et donc comme on va le voir, le TDAH malheureusement peut être associé à tout un tas d'autres troubles, dont la dyslexie. Et en fait, quand on reçoit ces patients, c'est des fois très difficile de faire plusieurs diagnostics en même temps. On a des fois besoin de voir les patients 2 ou 3 fois pour éplucher les pelures d'oignons, pour savoir à quoi on a affaire. Et puis donc ils peuvent être camouflés. Et puis surtout, quand ils sont à l'âge adulte, tous ces patients-là, surtout s'ils n'ont pas été diagnostiqués avant, ils ont réussi à mettre en place tout un tas de stratégies, ils mettent des post-it partout, ils s'organisent, on a un agenda. Des fois, ils ont la chance d'avoir un conjoint ou une famille qui est très aidante, très encadrante, ce qui fait que le trouble est bon an, mal an, cas un cas, passé pas trop inaperçu. Et puis à 35-40 ans, les enfants commencent à arriver, les diagnostics d'enfants aussi. Et puis là, les parents disent, en fait, moi j'ai peut-être un petit trouble, il faudrait aussi que je sois diagnostiqué. Alors, un petit truc important, parce que je pense que pour l'information, il y a aussi, dans l'information, enlever les mauvaises informations, les idées reçues qui peuvent être présentes dans la population générale, mais aussi parmi les professionnels de santé. Alors, ce n'est pas un truc à la mode. Alors, on va dire que heureusement, c'est un petit peu à la mode quand même, du fait que c'est maintenant plus porté sur la scène internationale, nationale. On ose plus en parler. On peut s'afficher aussi en disant, il y en a des personnalités qui vont dire, moi je suis TDAH, voilà comment je m'en sors. Donc, c'est des exemples aussi qu'on ne peut que louer parce que ça permet aussi de libérer l'inhibition ou la honte de certains patients. Ce n'est pas une invention des laboratoires pharmaceutiques. Alors évidemment, les laboratoires fabriquent des médicaments. Leur intérêt, c'est de vendre des médicaments. Mais enfin, heureusement qu'on a des médicaments pour le diabète, pour les infarctus, pour les cancers. Heureusement aussi qu'on a des traitements médicamenteux pour les cas qui en relèvent et qui sont fortement handicapés. Ce n'est pas une invention des Américains. Alors évidemment, on a beaucoup de critiques vis-à-vis des Américains qui, soi-disant, peut-être surmédiceraient leurs patients, enfin les petits enfants et les petits adolescents. C'est peut-être le cas. Je n'ai pas d'avis sur la question parce que je ne suis jamais allée aux États-Unis. Et donc, je n'ai que des idées par la biais de la presse ou de la littérature internationale. En tout cas, ce qu'on peut dire en France, c'est qu'on est sûrement sous un sous-diagnostic et un sous-traitement. Donc ce qui compte, ce n'est pas de donner des traitements à tout le monde, de surmédicaliser, c'est de donner les bonnes thérapeutiques aux bonnes personnes le temps qu'ils en ont besoin. Alors ce n'est pas réservé aux enfants et aux adolescents, c'est-à-dire quand moi j'ai fait mon internat de psychiatrie, on apprenait un tout petit peu le TDAH pour les enfants et les ados, mais on n'apprenait pas ça chez l'adulte. Donc en gros, pour moi, un adulte TDAH, c'était pas forcément censé exister, c'est-à-dire qu'on avait le message implicite de 18 ans, ça s'arrête, ça rentre dans l'ordre, les gens se sont un petit peu habitués, voilà. Et puis la réalité évidemment est tout autre, c'est-à-dire que quand j'étais en chef de clinique, donc ça c'était en 2008, puisque après on a ouvert une consultation de TDAH de l'adulte. J'ai vu des patients qui étaient adressés par des collègues neurologues, chez qui les patients s'adressaient pour avoir une prescription, ou en tout cas ils consultaient les neurologues parce qu'ils avaient des troubles de l'attention. Alors les neurologues n'étant pas psychiatres et voyant que c'était un truc un peu compliqué, parce qu'il y avait de la dépression, il y avait des troubles anxieux, il y avait des conduites suicidaires, et puis que je travaillais bien avec eux, ils ont commencé à m'en envoyer. Et là j'ai découvert en fait ce qu'était le TDAH de l'adulte. Donc les premières consultation, ça me prenait 1h30, 2h, parce que quand il faut reprendre tout le développement de l'enfant depuis le début, qu'on n'est pas psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, ce que je ne suis pas, parce que je suis psychiatre d'adulte, et qu'il faut quand même avoir les souvenirs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qu'on a eu, et de comprendre comment on en arrivait là, en fait, c'est des premières consultations qui prennent énormément de temps pour comprendre, puis surtout, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire un peu le tri entre toutes les complications qui se sont rajoutées, et qui font revisiter du coup et réexplorer toute la psychiatrie générale. Donc certes, je vois beaucoup de patients TDAH, mais je continue de faire la psychiatrie générale parce que je trouve que c'est très important de ne pas être surspécialisé dans un trouble en particulier, parce que sinon, après, on désapprend tout le reste et on risque de passer à côté de diagnostics importants. Alors, ce n'est pas réservé qu'aux enfants et aux adolescents. Ce n'est pas un problème d'éducation. Alors, des fois, ça peut être aussi une excuse en disant je suis TDAH, donc j'ai le droit de faire ci, faire ça. Enfin, on n'est pas naïf non plus. Hein. Faut pas tout excuser non plus au motif qu'on a un trouble psychologique ou psychiatrique. Et puis, les écrans, les jeux vidéo ont été beaucoup incriminés. Alors, certes, on conseille plutôt de ne pas exposer ses enfants avant l'âge de 3 ans aux écrans ou aux vidéos, mais à l'inverse, ça peut aussi servir
implication thérapeutique. Il peut y avoir par exemple des serious games, vous savez, des jeux sérieux, et puis on développe de plus en plus des jeux à but justement de favoriser la concentration, la mémorisation, et notamment aussi chez les personnes âgées dans les troubles démentiels. Alors comment expliquer qu'il y aurait peut-être une augmentation des diagnostics? C'est peut-être déjà une meilleure connaissance, et cette journée en est la preuve aussi. Donc c'est sûr qu'en médecine, on nous dit souvent, on trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on connaît. Donc s'il y a quelque chose que je ne connais pas, je ne peux pas le chercher, je ne peux pas le trouver. Et donc c'est aussi un message pour dire, et c'est les messages qu'on transmet à nos étudiants en médecine et en santé, qu'il faut toujours être curieux, et que quand il y a une nouvelle clinique qui arrive dans notre consultation qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire, on n'a pas le droit d'ailleurs de dire je ne connais pas, donc c'est pas pour moi, donc ça ne doit pas exister, donc je m'en occupe pas. On n'a pas le droit. Déontologiquement, c'est juste impossible à entendre. Donc il faut se former, il faut aller à des congrès, il faut aller voir des collègues qui pratiquent ce type de clinique pour apprendre. Moi, du coup, c'est ce que j'ai fait, parce que je ne savais pas ce que c'était, alors que j'avais ma thèse et que j'étais autorisée à exercer la psychiatrie. Et puis il y a l'influence des classifications. Alors on peut garder toutes les critiques qu'on veut envers les classifications. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permet de parler le même langage au niveau international, de faire aussi des recherches. Après, on n'est pas débile non plus, hein. On sait bien qu'il ne faut pas non plus rester complètement collé aux classifications. Il faut savoir prendre du recul et puis prendre chaque cas particulier pour ce qu'il est. Et ensuite, il y a une demande attentionnelle sociétale. On sait qu'on est dans une société où aussi il faut être hyper performant, il faut être attentif à tout, il faut réussir partout dans sa vie, personnelle, professionnelle. Donc il y a peut-être aussi une demande plus importante et peut-être une tolérance moins importante aux problèmes qui ont des troubles de l'attention. Alors le manque de connaissances entraîne souvent une mauvaise interprétation. Au lieu de dire il est inattentif et étourdi, on va dire il est dans la lune, il est feignant ou je m'en foutisme. Et c'est un mot-clé, moi, qui m'a aidé à faire des diagnostics chez des patients que je suivais depuis longtemps. Voilà, je serais incapable de vous dire combien de patients j'ai vus pour l'instant, peut-être 500, peut-être 1000, j'en sais rien. Et il m'arrive encore de connaître des patients depuis plusieurs années et de ne pas avoir fait le diagnostic de TDAH. Parce qu'ils ont un trouble de l'humeur très grave, ils ont des troubles addictifs associés. Et il y a un patient de plus de 50 ans, il n'y a pas longtemps, chez qui on a évoqué ce diagnostic parce que c'était un patient polytoxicomane qui avait un trouble bipolaire associé. Puis à un moment, il me dit en fait, des fois, j'ai l'impression que je suis une feignasse. Et en fait, c'est un petit mot-clé qui m'a fait tilt dans la tête. Je dis tiens, en fait, j'ai jamais pensé à explorer la piste du TDAH chez lui. On l'a exploré, on a mis en évidence qu'il pouvait très bien en souffrir, et donc on a commencé un traitement médicamenteux. Alors évidemment, c'est pas un traitement miracle, ça va pas le sauver de tout le reste qu'il a, mais ça l'aide quand même beaucoup plus pour se poser, et ça lui a permis de diminuer, je dis pas arrêter, mais de diminuer ses consommations polytoxiques. Donc vous voyez qu'en fait, même si on en voit depuis longtemps, on peut des fois passer à côté, et donc il faut toujours rester un peu alerte. Alors quelqu'un qui est impulsif, on va dire il est mal élevé, il est insolent, donc l'enfant, l'ado, hop, il va être jeté de son école, il va mal le vivre, il va avoir une mauvaise estime de lui, il va déprimer et il risque d'avoir des conduites suicidaires. Donc le suicide est toujours une préoccupation que l'on a, et on sait que le TDAH, avec toutes les complications que ça peut entraîner, peut y mener malheureusement. L'enfant qui est hyperactif, ou même l'adulte, on va dire il est casse-cou, il est ingérable, donc pareil. L'équivalent chez l'adulte est la même chose que chez les enfants. C'est des personnes qui vont plus facilement perdre leur emploi, sauter d'un CDD à un autre CDD, avoir du mal avec la hiérarchie, avec les règles, avoir plus d'accidents de travail aussi, parce qu'ils vont oublier de respecter les consignes de sécurité. Donc ceux qui font de la médecine du travail ou ceux qui travaillent dans les services de santé au travail, il faut aussi qu'ils soient sensibilisés à cette question, parce qu'il y a peut-être beaucoup de morts au travail qui sont dues en partie à des troubles de l'attention. Et puis la difficulté à gérer ses émotions, on va dire il est instable, il est soupolé, il est caractériel, il est bipolaire, parce que c'est vrai que bipolaire, c'est un terme qu'on utilise un petit peu à l'emporte-pièce pour tout et n'importe quoi, mais ça a peut-être l'avantage de dire il a peut-être un trouble psychiatrique, peut-être qu'il te ferait consulter. C'est pour ça qu'on a des fois des patients qui viennent en disant je suis bipolaire, puis en fait non, ils ne sont pas bipolaires, ils sont TDAH. Mais si quelqu'un de l'entourage n'avait pas dit tu dois être bipolaire, il ne serait peut-être pas venu à la consultation. Donc on va dire que ça peut avoir du bon quand même, tout motif à consulter pour chercher un dépistage d'un trouble, et j'ai envie de dire est bon à prendre. On va pas faire trop les difficiles.
Alors le TDAH, c'est à tous les âges de la vie. On a parlé beaucoup enfants, adolescence, ça continue à l'âge adulte et ça continue aussi chez les personnes âgées. Demain, on sera tous très vieux, donc il faut que les psychiatres d'adultes et de la personne âgée soient aussi sensibilisés à cette question du neurodéveloppement, parce que les personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, ils vieillissent aussi, les personnes qui ont un déficit intellectuel aussi, et ils sont plus exposés à avoir des troubles neurodégénératifs plus tôt. Alors je ne vous raconte pas déjà, chez l'adulte c'est compliqué, alors chez la personne âgée, alors c'est encore plus compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors les problématiques du TDAH plutôt chez l'adulte, elles sont les suivantes, c'est qu'il n'y a pas encore de reconnaissance officielle de la pathologie, même si Christine Jettin, avec toute la niaque qu'il faut reconnaître aux associations, arrive à porter cette... et sans eux on ne pourrait rien faire, parce que nous des fois professionnels, on est là à essayer d'alerter les autorités, mais enfin on ne nous écoute pas trop, donc des fois c'est plutôt par le biais des associations de patients qu'on arrive à faire valoir les droits des patients. Comme je disais tout à l'heure, des fois, après 18 ans, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Alors qu'après 18 ans, si, ça continue, parce que le cerveau, lui, il s'en fout un petit peu de l'âge civil. Puis à 18 ans, c'est là où on devient responsable de ses actes devant la loi. Et de nombreuses personnes qui ont un TDAH non diagnostiqué terminent à la case prison, ou à la case médico-légale, ou à la case judiciaire. Alors pareil, ça n'explique pas tout. On n'est pas dans un BA, dans une béatitude ou dans une naïveté, mais ça peut expliquer certains parcours aussi compliqués qui vont des fois débuter à l'adolescence. Il n'y a pas encore d'AMM pour toutes les molécules, même si donc l'AMM c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire l'autorisation, on va dire officielle, de pouvoir prescrire des traitements psychostimulants chez les enfants. Donc moi je reçois pas mal de vieux ados, 16, 17, 18 ans. Puis à 18 ans, si on écoutait les recommandations, on va dire un peu officielles, on n'aurait plus le droit de prescrire. C'est juste pas bien. C'est comme si on n'avait pas le droit de prescrire une chimiothérapie après 18 ans. Mince, si j'ai un cancer, il faut quand même que je puisse être traitée. Et puis, il n'y a pas encore de recommandations, mais ça va venir. Et puis, enfin, les professionnels sont encore trop peu formés ou informés. Donc, les journées comme ça sont là aussi pour attirer l'attention. Et enfin, il y a des demandes des adultes exponentielles qui fait que c'est ce qui nous a motivés à ouvrir cette consultation de l'adulte. Il y a maintenant une petite quinzaine d'années, avec le succès que ça connaît, puis en même temps la frustration qu'on a aussi à ne pas pouvoir répondre rapidement aux demandes, mais quelque part on peut se dire aussi qu'on a créé une consultation et qu'on a formé aussi des collègues, puisque notre consultation est ouverte aux professionnels, alors médecins mais aussi psychologues, et que venir se former sur 2-3 consultations, ça permet de se sentir plus à l'aise, et puis de pouvoir passer des entretiens cliniques, de passer des échelles, après d'être en articulation avec les neuropsychologues ou les collègues. Donc on va revenir un tout petit peu à la définition. Donc je remercie le professeur Olivier Bonneau, mon ami et collègue, qui m'a prêté cette diapositive, ce qui fait toujours des super diapositives très bien illustrées, pour bien placer que le TDAH, c'est considéré aujourd'hui comme un trouble du neurodéveloppement. Alors c'est pas pour faire beau, pour comment dire, le mettre dans une sorte de fourre-tout, c'est pour dire que, à la lumière maintenant des connaissances qu'on a sur le développement psychomoteur, neurologique, neurodéveloppemental de l'enfant et tout au long de la vie, on sait qu'il y a des bases communes entre certains troubles du neurodéveloppement, et ce qui permet aussi d'expliquer qu'en clinique, on voit des patients qui peuvent avoir un TDAH, mais qui peuvent avoir en même temps un trouble des apprentissages, un trouble du spectre de l'autisme, des tics, vous savez, le Gilles de la Tourette, là, c'est quand je dis des gros mots, que j'ai des petits tics moteurs ou des choses comme ça, ce qui rend aussi, vous le comprenez bien, le diagnostic de tout ça vraiment difficile. Donc il y a les différents symptômes qu'on va détailler par la suite, et puis là c'est la même chose, mais en remettant le TDAH autour, et vous voyez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 potentiels troubles du neurodéveloppement qui peuvent y être associés. Je n'ai pas rajouté tous les petits ronds des troubles psychiatriques qu'on va détailler un petit peu après. Donc vous comprenez bien que c'est des consultations un petit peu compliquées. Alors un petit mot sur l'épidémiologie, on l'a vu tout à l'heure. Alors d'une étude à une autre, évidemment ça change, ça dépend des pays, ça dépend des époques, ça dépend de la méthodologie aussi, mais il faut retenir que chez l'adulte, il y aurait à peu près entre 3% des adultes qui seraient encore touchés.
Et alors chez l'enfant, l'adolescent, le cerveau il continue toujours de grandir jusqu'à la mort d'ailleurs, avec la neuroplasticité. Donc il y a des formes qui peuvent s'atténuer, il y a des formes aussi qui peuvent s'aggraver. Il y a des personnes plutôt avec une forme hyperactive, impulsive, qui vont se tasser aussi avec l'âge, et donc la forme évolue en elle-même. Donc c'est pour ça que nous on veut savoir comment étaient les enfants et les adolescents. Ça fait partie une de mes questions. Je vais vous expliquer après comment se passe une consultation, pour comprendre aussi la forme évolutive de la forme clinique du patient qu'on a en face de nous. En tout cas, il reste fréquent chez les plus de 65 ans, et c'est pas rare que je vois des patients arriver pour des motifs tout à fait en dehors d'un TDAH, et en reprenant le parcours scolaire et familial, on se dit oula, il y a peut-être un petit TDAH là-dessus. Puis on le voit, le patient il tient pas en place, il touche ses crayons. Et on voit, on le perd, on dit oula, j'ai donné trop d'informations, il faut que je lui répète. Il vient avec sa femme ou son mari parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir tenir son attention plus de 5 minutes. Il commence à prendre des notes, il sort un agenda avec des post-it qui s'envolent partout. Donc on a une clinique, j'ai envie de dire, visuelle qui est assez des fois évocatrice. Après, la vision ne suffit pas, il faut quand même poser des questions et récupérer des informations. Et puis les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies qui vont s'associer. Alors, est-ce que c'est des complications? Est-ce que c'est des pathologies qui pouvaient préexister déjà un petit peu en même temps? C'est un peu difficile à dire. Dans les faits, ça n'a peut-être pas vraiment d'importance, puisqu'il va falloir s'en occuper bien comme il faut avant de traiter le TDAH. Ça, c'est un autre message. On va surtout traiter les pathologies qui sont associées avant de traiter le TDAH en premier. Donc chez l'adulte, on va dire une des problématiques, c'est que ça reste sous-diagnostiqué et sous-traité. Et on estime qu'il y a peut-être 10% des patients qui sont pris en charge en psychiatrie qui pourraient souffrir de ce trouble. Alors 10%, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est plus? Le message, c'est de dire il faut penser à le dépister de la même façon qu'on va essayer de dépister un trouble anxieux, un trouble du stress post-traumatique, un trouble du spectre de l'autisme, pour donner juste les diagnostics qui sont, on va dire, un peu plus à la mode, même s'ils existent depuis très très longtemps. Le traitement, quand il est précoce, donc en particulier chez les enfants et les adolescents, il permet d'agir sur le cours évolutif de la maladie, donc de réduire aussi toutes les conséquences qu'on va détailler un petit peu plus tard. Alors il y a vraiment une vraie question autour de ça. Il y a peut-être des adultes TDAH qui ne l'auraient pas forcément été pendant l'enfance et l'adolescence. Alors c'est un petit peu mystérieux, parce que quand on évoque ce diagnostic avec un adulte et on ne trouve pas trop de traces pendant l'enfance et l'adolescence, on se dit est-ce que c'est le bon diagnostic? Est-ce que c'est une bonne piste? Il semblerait que oui, et ça pourrait s'expliquer aussi par le fait qu'il y a des troubles qui vont apparaître chez la personne des fois très tard. On sait qu'un trouble psychiatrique sur 2 commence à partir de l'âge de 14 ans, d'où l'importance du dépistage précoce et de tout le soutien qu'il faut apporter à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Mais on peut avoir des troubles, par exemple schizophréniques ou bipolaires, qui vont se déclarer très franchement à 40, 50, 60 ans. Alors c'est un peu déstabilisant, parce qu'on cherche toujours des petits signes dans le passé pour argumenter notre hypothèse diagnostique, et puis des fois on est déstabilisé. En tout cas, 80% des patients TDAH de l'adulte auraient au moins un trouble psychiatrique associé. Donc ça veut dire qu'il faut chercher dans tous les sens, dont des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des addictions à des substances ou des addictions comportementales, et des diagnostics des fois de troubles de la personnalité. On a des patients qui arrivent avec le diagnostic de troubles borderline. Donc moi j'aime bien reprendre à zéro en disant c'est quoi les arguments, qu'est-ce qui vous a amené vous-même à penser ça, ou mes collègues à penser ça. Et puis des fois on déconstruit un diagnostic qui a été donné à un moment donné. Ça ne veut pas dire que les autres ont mal fait leur travail, ça veut dire qu'ils n'avaient peut-être pas encore suffisamment les éléments ou suffisamment d'informations sur des troubles associés pour porter le bon diagnostic. C'est pour ça qu'on a le droit aussi de se tromper dans le diagnostic et de le revoir, de le réviser 5 ans, 10 ans après, parce qu'il y a des nouveaux éléments, parce qu'on a été à une formation, puis on se dit tiens, donc moi je suis sûre que là dans votre pensée, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes peut-être déjà en train de revoir certains tableaux en vous disant peut-être que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, et moi je revois maintenant des tableaux cliniques où je n'avais pas pensé au TDAH, et je me dis maintenant je les reverrai, je n'aurai pas forcément la même démarche et la même prise en charge. Alors quels sont les facteurs de risque? Je dis bien ce sont des facteurs de risque, ça ne veut pas dire que c'est des causes, ça veut dire qu'on sait que quand on développe un TDAH, on a peut-être plus de risques d'avoir ces facteurs dans ses antécédents. Donc il y aurait peut-être des facteurs périnataux, c'est-à-dire la maman pendant la grossesse, si elle est exposée à des consommations d'alcool, de tabac, peut-être de toxiques, de type par exemple métaux lourds,
aussi de maladies autres, en particulier inflammatoires ou immuno-inflammatoires comme le diabète, ça pourrait donner lieu à plus de risques de développer chez l'enfant un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout ce qui est souffrance aussi fœtale aiguë, c'est pour ça que ça nous intéresse de savoir s'il y a une souffrance à la naissance, si l'enfant a manqué d'oxygène, s'il est passé en réanimation. Donc il faut revenir en arrière. S'il y a des antécédents familiaux, ça c'est très important. Donc quand on a un parent qui vient nous voir pour nous dire bah voilà, mon fils, ma fille a été diagnostiqué TDAH et moi j'aimerais bien savoir si j'ai ce diagnostic, bah forcément on est fortement influencé. Alors des fois on ne va pas forcément dans cette direction, mais on a une part d'héritabilité d'environ 75%. Et puis il y a aussi des facteurs environnementaux avec un point d'interrogation, ça c'est très difficile à mettre en évidence, mais il y a de vraies questions. Alors les comorbidités, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Le TDAH, le risque, c'est qu'il peut être masqué derrière un autre trouble et que si on ne le cherche pas ou que si on ne soigne pas correctement ce premier trouble qui va être évident, par exemple un trouble de l'humeur, une conduite suicidaire, des troubles anxieux, eh bien on va soigner que la moitié du tableau, par exemple. Donc on ne va pas avoir un cours évolutif bien comme il faut. Et donc, il faut être systématique. Alors voilà le cours évolutif, donc ça c'est pour vous mettre, ça c'est un autre message important, mettre dans votre tête une frise chronologique en disant le patient il est adulte, mais avant il a été enfant, ado, et puis il va vieillir aussi, donc qu'est-ce que je dois avoir comme éléments qui doivent influencer mon hypothèse diagnostique et puis qui doit aussi me dire que il faut qu'il vieillisse le mieux possible. Alors ça, c'est une diapo, vous m'excuserez, elle est en anglais, mais enfin, c'est pas très grave, on arrive à reconnaître, bipolar, c'est pour trouble bipolaire. C'est un petit tableau récapitulatif de tous les troubles psychiatriques qui peuvent être associés au TDAH et qui peuvent avoir des symptômes communs. On a vu tout à l'heure le trouble de l'attention ou le trouble impulsif ou l'hyperactivité, on peut le retrouver dans tout un tas de troubles. C'est pour ça qu'on dit à nos étudiants que quand ils voient un symptôme, il ne faut pas qu'ils se précipitent vers un diagnostic parce qu'ils risquent de se tromper. Et donc, voilà un petit mot. Est-ce qu'un jour tu vas être adulte? Non, jamais, quand je vois tous les dégâts que cela provoque. Donc, on va essayer de changer cette représentation chez les enfants. Alors maintenant, quelques conséquences dans la vie des adultes qui va souvent être un motif de consultation. Donc, on a vu, ils vont être handicapés sur le plan fonctionnel. Ils vont voir qu'ils ne sont pas aussi efficaces que leurs collègues, qu'ils galèrent dans la vie domestique, personnelle. Ils vont avoir aussi des problèmes au niveau psychosociaux, parce que s'ils sont un peu impulsifs, un peu hyperactifs, ils se disputent avec leurs amis, donc après, ils en ont plus, ils se sentent isolés, donc pour la confiance en soi, c'est pas terrible. Donc ça a un coût personnel et social assez important. S'ils perdent leur travail, du coup, ils ont moins d'argent, ils peuvent être dans la précarité, puis après, c'est le serpent qui se mord la queue, vous voyez bien. Et puis, dans le domaine neuropsychologique, alors ça sera détaillé un petit peu plus tard, ils peuvent avoir des troubles de la mémoire, donc on va dire, mais t'es étourdi, tu le fais exprès, vous voyez tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il est étourdi, donc c'est de la mauvaise volonté, c'est une feignasse, etc. Et donc, la mauvaise estime de soi, quand ça continue, l'autodévalorisation, des fois, on finit par être déprimé. Et puis, la dépression, elle s'installe, plus les troubles cognitifs de la dépression qui se rajoutent, et puis, des fois, ça se termine aux urgences psychiatriques. Donc, les difficultés d'emploi, de finances, les problèmes de conduite aussi, donc ça, c'est très important. Donc, les moniteurs d'auto-école, je ne sais pas s'ils sont formés, mais c'est aussi notre porte d'entrée, c'est-à-dire si, par exemple, vous avez un retour sur vos enfants, vous dites, là, quand même... il ne fait pas attention à ce que je lui dis, ça peut être un signe d'appel. Surtout après, si on a son permis et qu'on a un trouble de l'attention, on a plus facilement un accident. Et aussi dans le monde du travail. Puis on en a parlé aussi, plus de problèmes de criminalité, parce que si on a des problèmes avec la hiérarchie, des problèmes avec le règlement, qu'on se fait jeter de l'école parce qu'on est hyperactif et qu'on est considéré comme un cancre, après, on peut avoir des mauvaises fréquentations. Et puis après, c'est pareil, c'est la descente petit à petit aux enfers. Donc on a 80% des ados qui le resteront à l'âge adulte, alors avec toutes les conséquences qu'on a vues, avec une moins bonne insertion socio-professionnelle, donc avec des QI équivalents, parce que là on ne parle même pas des personnes qui peuvent avoir des troubles de déficience intellectuelle, du coup qui seront repérés souvent avec les problèmes d'apprentissage, des difficultés à l'école. Donc avec un QI équivalent, c'est pour ça qu'il faut rassurer les patients en disant si vous avez l'opportunité d'avoir un test de QI, vous verrez que vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, et c'est très important pour l'estime de soi. Donc passer des tests et voir qu'on est quand même pas trop mal équipé par rapport aux autres, c'est super important. Donc ça, c'est une autre façon d'expliquer tout ce qu'on vient de voir avec les conséquences, notamment aussi les décès prématurés avec les accidents de la voie publique, les accidents du travail et les suicides lorsqu'ils sont aboutis. Et puis les incarcérations, les troubles des fonctions exécutives et tout ça. Alors maintenant, on va voir un peu les signes d'alerte et
d'alerte chez l'enfant et l'adolescent. Alors ça, je vais passer assez vite puisque la thématique c'est l'adulte, mais c'est pour vous dire que si déjà l'adulte nous dit mais quand j'étais enfant, je voyais bien, j'étais pas tout à fait pareil, j'étais plus souvent puni. Moi, je leur demande souvent qu'est-ce qui était marqué sur vos bulletins. Alors c'était marqué feignasse et dans la lune, peut mieux faire, paresseux. Bon, bah c'est des petits signes quand même qui sont fortement évocateurs. Et puis alors chez l'adulte, on va voir ce que ça donne. Donc chez l'adolescent, ça va être du décrochage scolaire, ça va être des retentissements thymiques, ça peut être des troubles addictifs, des conduites à risque. Mais tout ça, c'est des portes d'entrée intéressantes parce que si ça mène l'enfant ou l'adolescent à une consultation, toutes les portes d'entrée sont bonnes à prendre. Ça, c'est vraiment très important. Mais après, il faut faire le travail derrière pour savoir ce qui va se passer. Alors les adultes, quand ils viennent nous voir, ils n'ont pas forcément l'hypothèse qu'ils ont un TDAH. Souvent, ils l'ont parce que c'est des gens qui sont très curieux. Donc, ils vont sur les forums, ils vont regarder, puis ils vont dire « Ah, mais j'ai vu des descriptions, on dirait que c'est moi ». Et donc, ça les motive aussi parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls et ça les décomplexe pour venir demander une consultation. Alors, c'est des difficultés pour s'organiser. Ils sont toujours en train de bouger, ils ont des troubles du contrôle émotionnel, le matin ils pleurent, le midi ils rigolent à gaga, l'après-midi ils sont complètement fatigués, enfin vous voyez c'est vraiment le côté un petit peu soupolé qui peut être très fatigant aussi pour l'entourage, pour les enfants, pour les parents, pour les collègues. Le retentissement, on l'a vu, mais bon, il faut quand même insister. Et puis, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'errance diagnostique avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il a un trouble de la perso, il a un trouble de l'humeur, il est bipolaire, il est addict, etc. Alors, la clinique chez l'adulte, ça va être un petit peu la même chose que chez l'enfant, mais avec toutes les pelures d'oignon qu'on a vues surajoutées. Et puis, avec quand même des personnes qui sont capables de s'exprimer. Alors, ceux qui ont un déficit intellectuels, qu'on ait trouble du langage, évidemment, c'est encore plus dur de faire le diagnostic, ce qui ne doit pas empêcher de proposer des traitements. Donc là, c'est une autre façon de dire ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, je ne vais pas redétailler l'inattention, l'impulsivité, l'hyperkinésie, parce que vous l'avez déjà un peu exploré ce matin, puis ça sera évoqué aussi cet après-midi, puis il faut rester aussi dans le timing. Alors, les circonstances de consultation chez l'adulte, ça c'est important, je trouve. Donc ça, c'est un retour de terrain, c'est pas exhaustif. C'est les parents d'enfants dépistés, traités. C'est moi quand j'étais petit, donc moi aussi je veux pouvoir avoir un diagnostic, avec des fois juste l'accès au diagnostic qui peut être très thérapeutique en soi. C'est-à-dire que l'adulte, quand il voit que il avait bien raison de voir qu'il n'était pas tout à fait pareil que les autres, qu'il y avait quelque chose de différent, juste le fait qu'on lui dise oui, vous avez bien un TDAH, des fois c'est un soulagement très important. Ils n'ont pas forcément à avoir de prise en charge, ils arrivent à relire d'une façon un peu différente et du coup à être plus indulgents ou plus bienveillants avec eux-mêmes et puis à se dire en fait c'était pas de ma faute. Donc tout à coup, pouf, il y a toute une espèce de culpabilité qui s'en va et rien que ça peut être thérapeutique. Après ça suffit pas forcément et il faut proposer un accompagnement s'ils souhaitent. Donc ils ont le sentiment d'être différents. Alors il y en a qui cherchent partout sur internet, qui vont à des conférences. Des fois, c'est un repérage aussi par le médecin traitant ou le psychiatre, qui connaît, qui connaît toute la famille, donc qui voit bien que papa-maman est un peu comme l'enfant qui fait le bazar dans la salle d'attente ou qui touche à tout. Et puis, il y a une porte d'entrée, comme je vous disais tout à l'heure, par d'autres troubles. Et même si, moi, je pense quand même être assez sensibilisée à cette thématique, je pense qu'il y a des gens encore chez qui je n'ai pas fait le diagnostic, mais il y a peut-être un moment, ça va venir, parce qu'il y aura un mot, par exemple, qui fera tilt. Et puis, comme je vous disais, même si des fois c'est assez simple quand il n'y a que ça, des fois c'est bien compliqué aussi, ce qui explique que quand on se forme, il faut aussi se donner du temps et vaut mieux des fois passer beaucoup de temps avec un patient au début pour être sûr de bien faire le tour du problème, plutôt que d'aller à la va-vite et puis après de traiter un petit peu n'importe comment. Donc il faut trouver le bon compromis entre le nombre de personnes qui sont en attente de consultation, mais aussi de ne pas faire n'importe quoi avec les gens qui viennent quand même confier leur santé à nos services. Alors je vais passer aussi assez vite sur les classifications, c'est pour vous montrer les outils en fait, qu'on utilise, qui sont accessibles sur tous les sites de recommandations nationales, dans notre pays, aussi au Québec et au Canada, où c'est très bien fait. Donc il y a plusieurs critères qui reprennent en fait tout ce qu'on vient de voir, la clinique, les symptômes. Il faut que ça existe au moins dans la sphère professionnelle ou à l'école et ou dans la famille. Par exemple, quelqu'un qui aurait des troubles de l'attention qu'au travail, mais à la maison, ça se passe bien, dans les loisirs, ça se passe bien, on va se dire, est-ce que c'est vraiment un trouble TDAH ? Il y a peut-être d'autres problématiques. Par exemple, peut-être que ça ne se passe pas bien au travail parce qu'il est harcelé, parce qu'il a eu un traumatisme là-bas, on ne sait pas. Donc, il faut quand même rester un petit peu alerte et puis critique.
Et puis, il faut qu'il y ait une altération aussi du fonctionnement. C'est-à-dire, il y a des patients, ils vont mourir avec un TDAH, ils ne sauront jamais qu'ils l'ont eu. Et puis, finalement, bon an, mal an, ils ont trouvé des stratégies, ils n'ont pas été trop malheureux, ils n'ont pas été exclus de leur famille. Et puis, c'est peut-être très bien comme ça. Il vaut peut-être mieux mourir sans savoir qu'on l'avait. Et puis, enfin, tous ces symptômes ne sont pas expliqués par d'autres troubles. On l'a vu tout à l'heure avec l'entrée en matière pour dire que tous ces troubles, tous ces symptômes pouvaient exister. Alors ça, c'est un résumé du questionnaire qui s'appelle le DIVA 2.0 qu'on passe avec les patients. En fait, on va rentrer dans tous les sous-détails des troubles de l'attention, des troubles de l'impulsivité, de l'hyperactivité. Donc, par exemple, il parle très vite, il va couper la parole, il bouge dans tous les sens, il est casse-cou, il ne fait pas attention à ce que je lui dis, il faut que je répète 3 fois la même chose, il oublie son enfant dans la voiture, il oublie de donner les médicaments, il a oublié que c'était notre anniversaire de mariage, enfin, vous voyez des trucs comme ça, qui peuvent être très vexants pour le conjoint, mais après, si on explique tout ça, ça permet aussi de rendre plus compréhensif l'entourage, qui est des fois très fatigué quand même. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs sous-types cliniques. Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Quand on est très dans la lune, on ne fait pas de bruit, on n'est pas trop dérangeant pour la société. Donc, ça peut être un facteur de sous-diagnostic. Quand on fait le bazar dans la classe ou à l'école, eh bien, on peut être vite remarqué. Alors, ça peut être l'occasion d'avoir un dépistage, mais ça peut être aussi l'occasion d'être exclu et donc, du coup, de ne pas considérer qu'on peut peut-être avoir un problème de santé. On va évaluer aussi le retentissement fonctionnel. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui voient que des fois, ils ne sont pas très à l'aise avec certaines situations, mais qui ne veulent pas avoir de prise en charge. C'est eux, les patients, ça relève de leur choix aussi. L'important, c'est l'information qu'on leur donne et c'est la possibilité d'avoir accès à des professionnels qui peuvent les aider. Puis dans un certain nombre de cas, on va faire des bilans complémentaires. Alors là, j'ai repris, mais ça, je vais passer assez vite parce que c'est tous les troubles d'inattention avec tous les petits exemples. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous voulez, mais on va y passer la journée. Donc faut laisser de la place pour récupérer de votre mémoire. Et puis je laisserai le diaporama pour ceux qui veulent. Enfin bon, voilà. Donc vous pourrez potasser à la maison. Donc en pratique, voilà 3 questions pour ceux qui veulent être un peu pratiques. 3 questions qui peuvent rapporter un peu des points, j'ai envie de dire, de diagnostic. Ça va être chez l'adulte. Avez-vous des problèmes durables et importants d'attention et de distractibilité ? Si j'ai des troubles d'attention juste après une nuit sans sommeil, c'est pas grave, je vais récupérer, etc. Donc il faut vraiment que ce soit au quotidien, dans différents domaines, la maison, le travail, les amis. Est-ce que ces problèmes sont présents depuis au moins 10 ou 20 ans ? Alors j'entendais ça tout à l'heure, des fois c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Et puis, si vous pouviez vous revoir comme enfant dans la classe, comment étiez-vous ? Comment on vous décrivait ? Alors nous, on leur donne un petit questionnaire à remplir. Souvent, ils vont voir leurs parents quand ils ont la chance encore d'en avoir. Donc ça donne souvent lieu à des discussions familiales. Alors des fois, on ne maîtrise pas tout parce qu'il y a des fois des disputes aussi, parce que les enfants peuvent reprocher à juste titre à leurs parents de ne pas les avoir aidés comme ils pouvaient, mais c'était peut-être à une époque aussi où on ne savait même pas que ça existait, même si les premières descriptions datent maintenant. Donc nos parents nous éduquent un peu comme ils peuvent, voilà, donc on n'est pas là, nous, pour juger, évidemment. Mais des fois, ça permet aussi de redonner un autre sens à une histoire familiale qui peut faire partie aussi on va dire, de la reconstruction ou de la construction de la personne, même si elle est adulte. Alors là, je vous avais mis un petit cas clinique d'une dame que j'ai vue, c'était un peu compliqué, c'était une dame de 24 ans qui venait d'avoir un deuxième enfant de façon assez rapprochée et qui avait été adressée par un neuropsychologue. Ça, c'est aussi un motif de consultation assez fréquent. C'est des patients qui cherchent, par exemple, ils vont faire un bilan neuropsychologique, parce qu'ils ont des troubles de l'attention. Puis le neuropsychologue, s'il est bien formé aussi, il va dire tiens, il y a peut-être un petit TDAH, je vous conseille d'aller voir le médecin. Et donc cette dame, elle était complètement débordée, irritable, avait des troubles du sommeil, des problèmes d'organisation, d'anxiété et de mauvaise estime de soi. Évidemment, on lui a dit évidemment, tu viens d'avoir un bébé, c'est normal, ça va passer. Alors certes, on peut être un petit peu débordé, mais ça n'explique pas forcément tout. Et donc, à l'examen clinique, elle avait le tableau de la maman débordée. Elle était venue avec son bébé à la consultation parce qu'elle l'allaitait. Elle était en contexte de postpartum. Elle était en demande d'aide, mais elle n'était pas trop prête à entendre d'autres choses, à parler d'autres choses que le TDAH, parce que moi, je voyais bien qu'avec son histoire personnelle, elle n'avait peut-être pas qu'un seul TDAH. Mais bon, il faut aussi s'adapter à la demande du patient. S'il n'est pas prêt à entendre certains diagnostics, on ne va pas lui apporter sur un plateau comme ça parce que ça risque de le choquer aussi. Donc il faut aussi, des fois, ménager aussi ce qu'on est capable d'entendre ou pas en face. Et puis elle avait quand même un trouble du contrôle des émotions, des antécédents familiaux importants, de suicide, de troubles de l'humeur, ce qui quand même nous met la puce à l'oreille.
et des antécédents de troubles anxieux, d'abus de substances, de dépression et de fluctuations thymiques. Donc vous voyez, ça fait quand même un peu lourd pour juste tout expliquer par le fait qu'elle était en postpartum. Et donc j'avais avancé comme hypothèse diagnostique qu'elle avait un trouble de l'humeur du registre bipolaire, avec des comorbidités anxieuses et puis un TDAH possible. Donc on avait parlé de toutes ces hypothèses, sans forcément être radical sur l'une d'entre elles, mais en disant il y a peut-être plusieurs traitements ou thérapeutiques à aborder. Et puis c'est une patiente qui a été mise sous traitement thymorégulateur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui lui a permis quand même d'améliorer, on va dire, le trouble de régulation des émotions et d'avancer aussi sur un TDAH qu'elle avait également, et puis de l'aider aussi à gérer ses jeunes enfants, parce que son mari travaillait beaucoup et elle s'en occupait toute seule à la maison. Et donc cette dame, elle a pu s'améliorer un peu. Après, je l'ai perdue de vue parce qu'elle a continué à faire son suivi dans le libéral. Mais vous voyez que ça peut être utile d'étaler toutes les cartes en disant si on a une que vous ne voulez pas prendre, vous ne la prenez pas. Mais au moins, réfléchissez-y pour un petit peu après parce que peut-être que vous serez prête à accepter plusieurs diagnostics. Alors là, c'est un petit résumé des démarches diagnostiques qu'on fait, vous voyez, les questions qu'on pose, ce qu'on va rechercher, et puis pour vous dire que on essaye de faire quelque chose de structuré et qu'on ne se précipite pas sur un diagnostic pour faire plaisir à un patient qui des fois serait content d'avoir qu'un TDAH et qui n'a pas forcément envie d'entendre qu'il a d'autres diagnostics. Mais bon, on est là pour dire les choses qui font plaisir et qui ne font pas plaisir aussi, pour au moins apporter une information et permettre à la personne après de choisir ce qu'il a envie, s'il a envie de donner suite ou pas à nos hypothèses. Donc là, c'est une autre façon de présenter les choses avec ce message important qui est de dire que le diagnostic de TDAH est un diagnostic clinique. On n'a pas de prise de sang ou de radio pour faire un diagnostic. Et les outils qu'on a à notre disposition d'auto-évaluation, donc c'est des auto-questionnaires qui vont demander aux patients est-ce que vous êtes souvent distrait, est-ce qu'on vous rappelle souvent à l'ordre, est-ce que vous oubliez vos clés, enfin des choses très très pratiques. Ça nous aide. On se fait aider aussi d'hétéro-questionnaires où on rentre vraiment dans le détail de la vie pratique, parce que c'est en connaissant le fonctionnement au quotidien des patients qu'on a une idée. Alors évidemment, ceux qui vont à la maison des gens ou ceux qui font des téléconsultations et qui voient l'intérieur des domiciles, ils ont des informations supplémentaires. Quand on a la chance aussi d'avoir l'entourage, le conjoint, les parents, pour les jeunes adultes, parce que moi j'ai des consultations assez ouvertes, si l'enfant ou l'ado il veut venir avec ses parents, il vient avec ses parents, il n'y a pas de problème. Ça permet d'avoir une photo très en 3D tout de suite de ce qui se passe un peu. On voit souvent chez le grand ado, alors il fait la tête, mais il écoute quand même ce qu'on dit parce que ça l'intéresse un peu, mais bon, il veut pas trop montrer que ça l'intéresse. Il y a la maman qui explique tout, qui a tous ses carnets, qui gère un peu la domesticité. Puis il y a le papa qui est un petit peu en retrait. Alors pareil, il fait celui qui veut pas trop écouter, mais il sait que son fils était un petit peu comme lui plus tard, enfin plus tôt. Et puis voilà, il a une petite larme à l'œil. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu tout ça à gérer aussi. Donc c'est des consultations qui sont assez lourdes en fait, où il faut donner de l'information un peu à tout le monde et puis souvent aussi déculpabiliser parce que les parents évidemment ils sont morts de culpabilité, on n'a pas su l'éduquer, etc. Donc juste de dire vous avez fait un peu ce que vous pouvez, déjà ça les aide un peu, après ça résout pas tout non plus, faut pas être miraculeux non plus. Enfin on essaye mais bon c'est pas toujours facile. Et puis là, c'est un exemple encore de l'examen qu'on fait. Alors après, ça c'est un petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Donc ce qui est très important, c'est en bas aussi, qu'est-ce que le patient attend de la consultation? Juste un diagnostic, une confirmation, est-ce qu'il veut de l'aide, est-ce qu'il veut qu'on aille plus loin? Voilà, ça c'est important. Et puis évidemment, on va explorer un peu tout le reste qui est médical, parce que souvent c'est associé... Alors, je ne vais pas trop détailler, mais c'est pour vous dire que quand on sort de la psychiatrie, c'est encore plus compliqué. C'est souvent des patients qui ont des troubles du sommeil, et ça, c'est documenté, qui peuvent avoir plus aussi de troubles, on va dire, somatiques associés, avec des troubles, par exemple, cardio-métaboliques, plus de diabète, et sans parler aussi des troubles des fois de l'appétit, des troubles des conduites alimentaires, avec l'amaigrissement qui va avec, ou la boulimie qui va avec. Donc là, le partenariat avec le médecin traitant est super important. C'est pour ça qu'on essaye de former aussi nos collègues médecins traitants. Alors, dans un certain nombre de cas, on va avoir besoin, aussi bien chez l'enfant ado, mais que chez l'adulte aussi. Alors, c'est soumis, et ça c'est bien le problème, aux possibilités financières de l'adulte, parce que très souvent, même s'il y a des initiatives qui vont dans ce sens, c'est laissé c'est le patient qui doit financer, même si des fois certaines mutuelles peuvent prendre en charge
certains bilans, eh bien, on va essayer de faire bénéficier le patient d'un bilan au moins neuropsychologique, mais des fois, on va avoir besoin de l'orienter aussi vers un bilan orthophonique, parce qu'il y a des troubles des apprentissages qui sont passés inaperçus, il y a de la dyspraxie. J'ai une patiente, bon, elle, c'est la pire que j'ai, elle peut même pas monter sur un vélo tellement elle est dyspraxie. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est quand même... Donc, alors, sans parler de passer son permis, donc pour l'accès à l'autonomie, à la profession, c'est quand même bien compliqué. Et puis selon les tableaux cliniques, donc là c'est vraiment personnalisé, si on voit qu'il y a une suspicion de malformation ou de déficience intellectuelle légère qui aurait pu passer inaperçue, ou que dans la famille il y a des retards mentaux importants, on va se dire une petite consultation génétique médicale, ça ne sera pas du luxe. On fera aussi une IRM encéphalique pour voir s'il y a des anomalies qui peuvent être associées. Des consultations neurologiques si on a un doute sur des troubles épileptiques aussi, parce que si j'ai des troubles de l'attention, des fois ça peut être des épilepsies partielles avec ce qu'on appelle des absences. Il n'y a pas besoin de faire des convulsions généralisées pour avoir un diagnostic. Vous voyez, d'où l'explication que la consultation, des fois, dure longtemps, parce qu'il faut gratter. Et des fois, il faut voir les patients à une deuxième consultation. Alors, un petit focus sur le TDAH et les addictions. Alors, je vais passer très vite aussi, parce qu'il y a un topo cet après-midi sur cette thématique, et puis voilà, je peux aller jusqu'à midi 5, ça va aller, comme je décalais un peu, voilà, j'avais un peu comptabilisé. Donc le focus TDAH et addiction, c'est pour y penser aussi si dans votre entourage ou dans vos patients, il y a des gens qui ont des addictions comportementales ou aux substances, ils ont peut-être un TDAH derrière. Donc si vous en occupez, il faudra faire passer les questionnaires, il faudra vous poser la question, et puis redemander comment ça se passait quand ils étaient petits, comment ça se passait avec les parents et à l'école. En tout cas, on sait que si on traite bien le TDAH, ça diminue le risque de troubles addictifs associés. Alors après, ça ne va pas non plus les faire disparaître complètement, mais des fois, ça peut arriver aussi. Et donc, ça va aider les collègues addictologues qui prennent en charge un bon nombre de ces patients. Alors maintenant, on va passer un peu à tout ce qui est thérapeutique chez l'adulte, parce que c'est bien beau de faire un diagnostic, mais il faut quand même un peu traiter, quoi. C'est important. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le diagnostic, il est déjà thérapeutique. Et donc, le soulagement lié à j'ai une reconnaissance maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu toutes ces difficultés, c'est super important. Et de faire un bilan neuropsychologique et de pointer ce qui ne va pas très bien en termes de mémoire, d'attention, c'est important, mais de pointer aussi, et c'est l'intérêt aussi des bilans, que je n'ai pas de déficience intellectuelle, donc j'ai une intelligence normale, que j'ai aussi des capacités de mémoire, il y a des choses que je sais bien faire, c'est aussi très bon pour l'estime de soi. Donc déjà, il y a des patients qui viennent et qui repartent avec leur diagnostic et je ne les vois plus jamais, et puis tant mieux pour eux, et puis voilà, c'était pas très compliqué. Bon, ceux-là, c'est pas les plus fréquents quand même. Alors après, on a les principes généraux, donc ça va être de regarder ce qui les gêne au quotidien. Il y a des gens qui sont très gênés, mais ils ne veulent pas de médicaments, ils ne veulent pas de prise en charge, ou des fois ils en aimeraient bien, mais malheureusement, ils n'ont pas les finances pour, donc nos patients précaires, on est bien embêtés pour eux. Il y a tout ce qui est traitement non médicamenteux, donc les psychothérapies, on va en donner quelques petits exemples. Il y a aussi les traitements médicamenteux qui peuvent être indiqués chez l'adulte au même titre que chez l'enfant et l'adolescent. Et puis, il faut savoir ne pas traiter si on n'a pas de demande. Voilà, moi, je ne vais pas faire une ordonnance. En plus, pour ceux qui savent, c'est des ordonnances sécurisées, il faut tout écrire à la main, ça prend vachement de temps. Donc, vous comprenez bien que je ne vais pas écrire une ordonnance à quelqu'un qui ne voudrait pas de médicaments. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est le choix du patient, la préférence du patient. Donc après, il y a le cadre général, c'est-à-dire il faut pouvoir reconnaître le handicap, donc faire un dossier, par exemple, MDPH, ça prend du temps, et sachant que les médecins qui donnent l'autorisation ou pas d'avoir une reconnaissance, des fois, ils ne sont pas toujours bien formés ou informés, donc nous, on essaye de blinder nos certificats en expliquant qu'au quotidien, ça va être j'oublie d'aller à mon travail, donc je me fais virer, que je me trompe de chemin de voiture, donc je perds mon travail pareil. Donc on essaye de bien expliquer, parce que si j'ai les deux jambes de coupé, ça se voit mieux que je vais être handicapé au quotidien. Par contre, juste des troubles de l'attention, ça se voit pas forcément tout de suite, donc il faut bien expliquer. On essaye de faire aussi un lien avec la médecine du travail, avec l'accord du patient, parce qu'on n'a pas le droit sinon de communiquer avec la médecine du travail. Et on essaye d'aménager, si possible, des temps de pause, un peu comme les tiers-temps pour passer des examens ou aller à l'école. Et puis le lien avec le médecin traitant. Et puis des fois, même si c'est un adulte, le lien avec la famille. Moi, je dis que les conjoints, ils viennent s'ils veulent. Des fois, ça peut être les parents aussi ou les enfants, parce que des fois, c'est les enfants qui gèrent les enfants, qui gèrent les parents ou les autres enfants. Donc, c'est aussi du boulot pour eux et ils sont un petit peu parentifiés quand ils sont tout petits. Donc ça, c'est bien compliqué. Et puis après, on a les traitements donc, non pharmacologiques, non médicamenteux, donc tout ce qui est
on va dire psychothérapie au sens large, avec plusieurs approches. Alors moi j'ai envie de dire, on va prendre un petit peu la psychothérapie de proximité. Donc des fois, on ne peut pas aller à Pétaouchnok, on va prendre le psychologue qui est à côté de chez nous, et puis ça sera peut-être mieux que rien, même s'il n'applique pas forcément la technique qui est la plus préconisée. Parce que déjà, d'avoir un soutien psychothérapeutique pour pouvoir dire à quel point j'ai souffert pendant toutes ces années et que j'ai une oreille attentive, rien que déjà ça, on va pas cracher sur la soupe. En tout cas, il y a des dernières recommandations. Donc là, je vous ai mis des exemples. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller voir des recommandations chez l'adulte qui sont sorties dans d'autres pays où il y a des schémas. Alors c'est pareil, des fois c'est écrit en anglais, donc bon, c'est pas très compliqué maintenant avec les traducteurs automatiques de voir ce qui est recommandé dans d'autres pays et qu'on va essayer, je l'espère, de mettre en place aussi à la disposition des patients en France petit à petit. Alors en tout cas, voilà, dans les psychothérapies, ce qu'on va essayer de développer, ça va être, s'il y a de la souffrance psychologique, eh bien d'avoir un travail sur la régulation émotionnelle, en disant dans quelle situation vous commencez à vous énerver, pour essayer qu'il y ait un retentissement vraiment efficace au quotidien, travailler sur l'impulsivité. La confiance en soi, ça c'est vraiment un nœud très important parce que ça peut faire le lit après de dépression. Et puis toujours, et ça c'est bien embêtant, en fonction des finances du patient. Donc on espère qu'il y aura des initiatives pour proposer des remboursements de prise en charge. Ça c'est un autre tableau qui résume les différents types de psychothérapie. Alors les traitements médicamenteux, qu'est-ce qu'ils vont, dans quelle dimension ils vont avoir leur place? Et lorsque les possibilités non médicamenteuses ne sont pas accessibles ou quand le patient ne souhaite pas au début avoir de médicaments, on ne lui en propose pas et puis il revient nous voir s'il est vraiment très embêté. Alors pourquoi on va en parler? Parce qu'on sait que plus tôt on traite les patients, plus on va avoir une action sur les complications possibles. Et donc en France, les seuls médicaments qui sont très facilement on va dire, reconnus et disponibles, ce sont les psychostimulants. Le méthylphénidate, qui peut exister sous 4 formes, donc les noms commerciaux étant la Ritaline, le Concerta, le Medikinet et le Quasim. Ce sont les 4 médicaments qui peuvent être proposés en pharmacie. L'enjeu, c'est évidemment d'être efficace, d'être bien toléré, parce que le but, c'est d'aider évidemment les patients, mais sans leur donner trop d'effets secondaires. Donc, c'est pas un bonbon non plus, c'est pas anodin. Donc, il faut bien peser le pour et le contre. L'efficacité, vous voyez, c'est pas 100%, c'est dans 65 à 75% des cas. Donc moi j'ai des patients qui n'ont pas de réponse satisfaisante sous traitement. Donc dans ce cas-là, on envisage d'autres thérapeutiques qui sont beaucoup moins facilement accessibles. Donc il faut passer par les premières. Et le mécanisme d'action, donc ça sera peut-être un petit peu plus expliqué cet après-midi avec la collègue neuropsychologue, c'est que le but de ces traitements, ça va être d'augmenter la dopamine et la noradrénaline qui ne sont pas très bien équilibrées dans le cerveau et qui expliquent notamment les troubles de l'attention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Pour diminuer l'impulsivité et l'hyperactivité, je dis bien diminuer, je ne dis pas faire forcément disparaître à 100%, et d'augmenter l'attention. Donc quand le traitement médicamenteux marche bien, les patients sont très contents, et c'est un des rares traitements, comme c'était évoqué tout à l'heure, à être rapidement efficace. Après, nous on fait une introduction vraiment très progressive, avec une efficacité qui n'est pas forcément très probante au départ, pour aussi habituer le patient à d'éventuels effets indésirables, pour pas qu'il soit embêté tout simplement par d'éventuels effets indésirables. Alors on fait toujours un bilan préthérapeutique, alors c'est pas obligatoire à 100%, mais nous on préfère le faire parce que on trouve que c'est plus sérieux pour la sécurité des patients. Donc on envoie le patient faire un bilan cardiaque, surtout s'il est adulte, il peut avoir une hypertension artérielle par exemple qui n'a pas été dépistée, surtout s'il est très stressé, il peut avoir un trouble du rythme cardiaque sans symptomatologie, sans avoir mal dans la poitrine, sans avoir de palpitations. Donc il faut qu'il ait un ECG. Et puis on fait un bilan biologique minimal aussi, c'est-à-dire on va regarder comment marche la thyroïde, on va faire un dosage de la TSH, parce que des fois il y a des tableaux de dysrégulation thyroïdienne qui ne se manifestent que par des symptômes psychologiques, de l'irritabilité, de l'énervement, des gens qui bougent dans tous les sens. Et puis aussi, on va essayer de dépister une carence martiale, donc c'est une carence en fer, qui des fois est associée aussi à du TDAH. Alors attention, c'est pas en donnant du fer évidemment qu'on va guérir le TDAH, mais ça peut être un petit plus pour les patients qui sont en déficit. Alors un petit mot sur le méthylphénidate. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a 4 médicaments qui sont disponibles en pharmacie avec plusieurs dosages, ce qui nous permet d'adapter la posologie. Alors là, c'est pareil, c'est comme
pour les rations alimentaires. Chaque personne est différente, donc voilà, pour le papa, il faudra peut-être tel dosage, et pour l'enfant, il faudra un dosage différent, parce que l'enfant, en plus, il va grandir. Donc, il faudra adapter les posologies. Alors, on a des effets indésirables sur lesquels on est évidemment très attentif, et si le patient ramène des effets indésirables, on lui dit d'arrêter le traitement, on n'est pas là pour l'embêter. Donc au début, ça peut donner des douleurs abdominales, ça peut donner des nausées, ça peut entraîner aussi une perte de l'appétit. Alors il faut faire attention parce qu'il ne faut pas utiliser ces traitements comme étant un amaigrissement, sinon on pourrait arriver à des scandales pharmaceutiques, et ça, on n'est pas là pour ça évidemment. Et puis chez l'enfant, on va faire aussi attention à la croissance staturo-pondérale, parce que s'il y a une perte d'appétit importante, il ne faudrait pas qu'il soit embêté sur le développement de sa croissance. Et puis on va faire attention aussi aux conséquences potentiellement cardiaques, il peut y avoir des palpitations, il peut y avoir une augmentation de la tension artérielle, donc c'est pour ça qu'il faut un bilan cardiologique avant pour surveiller tout bien ça. Ensuite, il peut y avoir des effets aussi psychiques. Mais alors, comme vous voyez que c'est des symptômes qui peuvent appartenir au TDAH, s'ils sont augmentés x2 avec le traitement, on va se dire c'est peut-être dû en partie au traitement, mais ça peut être dû aussi aux troubles dont se plaint le patient. Alors, tous ces médicaments se prennent plutôt le matin, parce que si on prend le soir, vous comprendrez bien, ça va stimuler l'attention et la vigilance, donc du coup ça peut empêcher de dormir aussi, donc il faut surtout le prendre le matin. Alors des fois on peut donner des petites formes à libération immédiate, par exemple en fin d'après-midi, qui va avoir une efficacité rapide et qui va s'éliminer rapidement pour par exemple gérer la vie domestique, les devoirs des enfants, le dîner, les tâches ménagères, etc. Et puis, des fois, il y a des effets indésirables vraiment rares, mais très embêtants, avec type hallucinatoire, se sentir un peu comme un zombie. Alors moi, dans ma pratique, j'en vois de temps en temps, mais c'est quand même plutôt rare. Mais il faut quand même prévenir les patients, parce que ça peut faire bizarre, évidemment. Mais quelqu'un de bien informé, un homme averti, en vaut deux, comme on dit. Et donc, on va faire une surveillance qui est partagée avec le médecin traitant, qui va renouveler l'ordonnance tous les mois, puisque ce sont des ordonnances sécurisées, donc sur l'appétit, la fréquence cardiaque, le sommeil, et puis aussi sur le long cours. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'une surveillance psychiatrique hyper régulière, sauf s'il y a d'autres troubles associés qui nécessitent un suivi régulier. Mais bon, il y a plein de patients TDAH qui sont suivis par leur médecin traitant et que nous revoyons une fois par an, et puis ça suffit. Et puis, si c'est mal toléré, à ce moment-là, des fois, on change de molécule. On discute éventuellement d'autres thérapeutiques pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont plus difficilement disponibles, mais qui peuvent être disponibles. Mais bon, c'est de la paperasserie un petit peu compliquée à faire, mais ce n'est pas impossible de le faire. Et puis, il y a des fois, on a des contre-indications aussi. Par exemple, moi, j'ai une patiente qui a une myotonie tellement rare qu'elle est la seule en Europe, et je ne peux pas lui donner le méthylphénidate parce que ça peut donner des conséquences cardiaques. Et comme le cœur est un muscle, je pourrais lui donner des embêtements. Donc, elle, par exemple, c'est un cas particulier où on va faire une demande de traitement qui sont plus difficilement accessibles. Mais je ne peux pas la laisser sans traitement médicamenteux parce qu'elle est très embêtée par son TDAH. Donc à chaque fois, on réfléchit comme ça. Quel est le bénéfice à prendre un traitement médicamenteux ? Quels sont les risques auxquels peut s'exposer le patient ? Et on en discute ensemble, sachant qu'à la finale, c'est le patient qui prend la décision. Mais il peut prendre une décision que si on lui a donné toutes les informations bien claires et loyal. Et puis après, il peut se documenter évidemment lui-même. Alors on déconseille fortement l'automédication. Donc quand un patient vient nous voir en disant « Ah, j'ai un ami qui a ça, il m'a dit t'as qu'à essayer », évidemment, vous comprenez bien que nous, on ne peut pas cautionner ce genre de conduite. Donc des fois, on est mis un peu devant le fait accompli. Alors on dit écoutez, si ça vous fait du bien, maintenant on va faire les choses dans les règles, on va faire le cardio, la prise de sang, on va faire les choses tout bien comme il faut. Voilà, on est toujours un peu embêté aux entournures. Et donc il faut faire une ordonnance qui aujourd'hui est possiblement faisable par un psychiatre, qu'il soit hospitalier ou libéral. Donc libéral, c'est assez récent, ça fait un an et demi à peu près, qui va faire une ordonnance sécurisée valable 1 an, c'est-à-dire qui permet au médecin traitant de faire le renouvellement tous les mois. Et il faut aller à la pharmacie pour avoir la délivrance du traitement médicamenteux. Alors c'est important de dire ça parce qu'il y a 2-3 ans, c'était obligatoirement à faire par un psychiatre hospitalier, ce qui expliquait entre autres les délais d'attente importants. C'est-à-dire que nos collègues dans le libéral ne pouvaient pas faire la primo-prescription, donc la première ordonnance. Et comme là on est dans une dynamique pour essayer de les former parce que nombre d'entre eux se sentent pas forcément à l'aise avec la question du TDAH, nous notre travail c'est de leur faire des formations comme on est en train de faire aujourd'hui, de faire des cas cliniques pour s'entraîner
et pour qu'après, ils puissent recevoir des patients TDAH qui seraient venus adultes à notre consultation, mais qui ne vont plus y venir, puisqu'on va développer tout ça avec nos collègues du libéral. Donc vous comprenez bien que c'est un travail important, donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu de suspicion et de piège, donc il faut être un petit peu détective dans notre métier, hein, mais bon, on essaye toujours de trouver la solution à la fin, et que pour un traitement efficace, ils font un beau diagnostic, et que pour finir, un petit peu de pub pour la prévention d'Alzheimer, vous allez tout de suite voir le rapport, c'est qu'il y a des études qui sont sorties récemment et qui montrent que, et on est vraiment dans le champ des troubles du neurodéveloppement, donc du développement neurologique du cerveau, que les familles à risque de TDAH seraient plus exposées aussi à développer des troubles du neurodéveloppement d'apparition tardive, quoi qu'on peut des fois avoir des formes d'Alzheimer très précoces quand il y a des formes génétiques, hein, on peut des fois le débuter à 40-50 ans, alors évidemment c'est pas forcément très connu, c'est pas qu'une maladie du vieux, et que si on soigne bien comme il faut les TDAH ou les troubles du neurodéveloppement, on va peut-être pouvoir prévenir aussi, ou en tout cas retarder des entrées dans des maladies qui nous guettent quand même. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision vraiment très longitudinale, même si on s'occupe plutôt des enfants, des ados, ou même des personnes âgées, pour faire du dépistage, quel que soit l'âge. Voilà. Et puis là, c'est en jaune les trucs qu'il faut retenir, mais bon, vous lirez ça tranquillement à la maison, hein, ça fera un petit rappel. C'est la dernière recommandation qui est sortie, puis j'ai mis en jaune pour faciliter la mémorisation. Et puis ça, c'est pour en savoir plus, c'est une liste non exhaustive, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Sauvaget, pour cette magnifique explication et présentation. Je vous propose peut-être dans la salle, si certains d'entre vous ont des questions, voilà, vous pouvez, c'est le moment. Je voulais d'abord vous remercier pour la clarté de cette présentation. Moi, je suis musicothérapeute et je voulais juste faire un petit ajout pour tout ce qui est prise en charge non médicamenteuse, parce que la musicothérapie a l'avantage d'engager le corps dans la thérapie, le mouvement, travailler l'attention conjointe, les ateliers de groupe également pour recréer du lien social. Donc c'était vraiment un petit ajout que je voulais ajouter. Voilà, pas uniquement les médicaments et la psychothérapie, il y a toutes les thérapies à médiation qui peuvent être utilisées. Tout à fait. Je vous remercie pour cet apport. Alors, en fait, je voulais rajouter des diapos sur l'activité physique adaptée, sur l'art-thérapie, etc. Mais j'avais peur à un moment de noyer un peu le message, donc je me suis dit, on va rester un peu caricatural aussi. Alors, d'une part, il faut souligner ces types d'approches qui sont très importants. L'importance de la formation, donc j'en profite pour dire qu'il y a un DU de musicothérapie, voilà, dans notre université, ou peut-être que vous intervenez. En tout cas, qui est ouvert à tous les professionnels que ça intéresse, et que c'est vrai qu'en consultation, moi la première chose que je demande aux patients, c'est qu'est-ce qu'il a trouvé dans sa vie personnelle pour le détendre. Si c'est de la musique, je lui dis continuez, si c'est du sport, continuez, enfin tout est bon à prendre, j'ai envie de dire, et que les premières thérapies, c'est les patients eux-mêmes qui les ont trouvées. Et après, voilà, s'il n'y a qu'un musicothérapeute dans la rue et qu'il a accès que à ça, qu'il y aille en fait. Et ça sera un premier message important. Donc je vous remercie de le rajouter. Je ne voulais pas noyer l'attention, mais la prochaine fois, on pourra rajouter une petite diapo pour toutes ces approches qui ont toute leur place et toute leur utilité. Et qui, a priori, n'ont pas d'effet secondaire, donc voilà. Mais qui peuvent être complémentaires. Parce que pour ne pas oublier d'aller à son rendez-vous du musicothérapeute, des fois, les approches conjointes sont aussi utiles. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une question d'un papa qui était dans la salle d'attente tout à l'heure et puis qui est parti. Et du coup, sa question m'a vraiment interpellée. Quand on a un jeune qui a 23 ans, qu'on est parent, qui a un diagnostic déjà posé de TDAH adulte, mais plus de suivi, plus de psychiatre dans la boucle, mais qui ne supporte pas les traitements type Ritaline, etc. Donc j'ai deux questions en une. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette personne et qu'est-ce que nous, association, on peut répondre à ces parents qui nous posent la question avec... qui sont démunis. Et la deuxième question qui va avec, c'est du coup comment on vous contacte. Vous avez dit tout à l'heure que les médecins pouvaient vous contacter pour venir se former. Moi, je pense tout de suite à une médecin justement qui soutient l'association et qui justement aimerait bien se former. Comment on peut leur dire de vous contacter ? Alors, la première question, donc si quelqu'un ne supporte pas les traitements, alors faudrait déjà savoir si c'est récent ou si c'est ancien, parce que des fois il y a des interruptions de traitement aussi.
Il faut voir aussi pourquoi il y a une mauvaise tolérance. Par exemple, s'il y a des troubles du sommeil, parce que des fois, c'est pas le traitement lui-même, mais ça peut être une autre pathologie, un trouble du sommeil. Par exemple, les syndromes d'apnée du sommeil, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais très souvent, on prescrit des polysomnographies de dépistage. Et quand quelqu'un manque d'oxygène parce qu'il ronfle la nuit, il y a la langue qui tombe par hypotonie, tous les médicaments de la Terre, ça ne donne pas de l'oxygène au cerveau, donc il faudra l'appareiller peut-être. Donc il y a tous ces examens complémentaires que nous, on essaye des fois de pousser. Donc il faudrait comprendre ça, et puis après, voir les autres thérapeutiques qui sont accessibles, et notamment d'un point de vue financier, parce que c'est vraiment ça qui nous... Parce que nous, on a des idées, en fait, c'est pas le problème, mais la première chose que je demande aux patients, c'est de quoi ils vivent, et s'ils ont de quoi vivre, qu'est-ce qu'ils sont prêts aussi à mettre de leur poche dans un soin, et des fois, c'est très difficile pour eux, donc ça permet aussi d'évaluer ce qu'on peut leur proposer. Des fois, on est bien embêtés, on aimerait bien faire plus pour eux. C'est pour ça que tout le travail des associations et de permettre le remboursement de prise en charge, nous, on milite aussi avec toute la bonne volonté qu'on veut, mais c'est vrai que les associations de patients sont une force aussi vive. Et puis l'autre question, c'était... Ah oui, comment on nous contacte? Oui, oui, un petit trouble d'attention. Eh bien... Et c'est donc mon mail, c'est anne.sauvager, donc comme le nom quoi, @chu-du6 nantes.fr, tout en petit. On a une consultation qui est ouverte. Alors on demande aux patients de nous adresser un courrier de son médecin traitant, parce que c'est important pour nous que le médecin traitant soit dans la boucle, parce qu'on se met à sa place. Il ne serait pas très content de recevoir un compte rendu lui disant bon on a fait un diagnostic, ça serait bien maintenant de renouveler le traitement tous les mois. Enfin, il va faire un peu la tête quoi, et ça se comprend. Et donc s'il y a des professionnels qui veulent se former, eh bien, comme je le dis, si le patient est d'accord, nos consultations sont ouvertes pour... là, je vous ai expliqué un peu comment nous, on faisait, la démarche, mais après, pour faire en vrai, les questions qu'on pose, comment on fait passer le questionnaire. Alors, c'est pas très compliqué en soi, hein, et on a nos externes, on forme nos étudiants en médecine, qui d'ailleurs, quand ils viennent, il y en a des fois 1 sur 20 ou 1 sur 15 qui revient à la fin du stage. En fait, moi aussi, je pense que je suis un peu TDAH, et comme ça, on les aide aussi à se soigner, parce que c'est important de ne pas faire après des fautes d'étourderie quand on est médecin ou professionnel de santé, n'est-ce pas? Mais donc, vous voyez, tout est bon pour la formation, en fait. Donc, si le patient il est d'accord pour avoir un extérieur, moi, ça ne me pose aucun problème, en fait. Voilà. Alors, on a une question sur le live. Est-ce qu'il y a des informations, des sujets, des études sur les relations de couple ou quand on est en couple de personnes TDAH? Alors, dans la pratique clinique, oui, on voit qu'il y a des relations qui peuvent être compliquées parce que la charge mentale, qui veut bien dire ce que ça veut dire, pour celui qui n'est pas TDAH, ou quand les deux parents sont TDAH, ou quand il y a un enfant qui est TDAH, déjà élever des enfants, c'est pas forcément très facile. Donc quand ils ont des problèmes de santé, ça l'est encore plus. Il y a des retentissements en termes d'intolérance, on va dire, d'énervement. Donc des fois, ça peut peut-être déboucher. Alors attention, ça explique pas tout, il ne faut pas réduire mon propos, mais ça peut entraîner des situations peut-être de violence conjugale, avec des disputes, avec des violences psychologiques. Puis des fois, on en vient aux mains, parce que l'impulsivité, l'hyperactivité, ça peut déboucher sur ça. Après, encore une fois, ça n'explique pas tout, ça ne légitime aucunement la violence, mais des fois quand on va, la réalité elle est souvent beaucoup plus compliquée que ce qu'on voit de l'extérieur, donc faire des diagnostics par cette porte d'entrée, pourquoi pas, et l'arrivée aux urgences, des fois quand on a des gardes aux urgences et qu'on voit des crises de couple, comme on dit des conjugopathies, des fois on voit assez vite que monsieur a peut-être un TDAH, madame aussi, mais des fois c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors les études parlant des relations dans le couple, moi j'ai pas fait une revue de la littérature là récemment, donc je pourrais pas dire s'il y en a, mais il y a sûrement des travaux qui abordent ça d'un point de vue sociologique, psychologique, sous l'angle de la santé aussi, pour permettre aussi, par le biais de l'information et peut-être des thérapies interpersonnelles, d'aider aussi déjà à une meilleure communication, ce que nous, d'un point de vue médical, dans une consultation, on va dire basique, on ne va pas faire parce que ce n'est pas notre boulot, puis moi je ne suis pas formée pour ça. Par contre, pour certains, quand ils viennent en couple, des fois on conseille d'aller voir un thérapeute conjugal ou un sexologue s'il y a des problèmes aussi d'ordre sexuel par exemple, pour démêler un peu le vrai du faux, parce que comme je disais tout à l'heure, des fois le TDAH, c'est pas une excuse pour être mal poli ou mal éduqué, hein.
il y a aussi la vie, c'est quand même plus compliqué que ça. Et donc, une fois qu'on a donné l'information sur les conséquences que peuvent avoir un TDAH, ça permet aussi de faire la part des choses. Et nous-mêmes, des fois, on a tendance à ramener beaucoup d'explications de ce qui se passe dans la vie quotidienne au TDAH. Puis en revoyant les patients plusieurs fois en consultation, on se dit, bon, là, j'ai peut-être été un peu dans la surestimation de ce que ce trouble pouvait entraîner au quotidien. Donc il faut lire la littérature, puis peut-être se rapprocher des associations, parce que des fois il y a des groupes de parole pour les parents, mais aussi pour les couples, et donc là il y a tout à gagner aussi à échanger avec ses pairs, et l'échange d'expérience c'est le premier, des fois soulageur psychologique. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous poser la question du rôle des échanges de... Alors, je crois que c'est des hormones, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, etc., dans le fonctionnement du TDAH. Oui, alors c'est 3 hormones, enfin en tout cas neurotransmetteurs, qui sont impliqués, alors pas parce qu'il y a une surfabrication, une sous-fabrication, mais plutôt une mauvaise répartition dans leur fonctionnement, voilà, au niveau des synapses, qui fait que les traitements, alors qu'ils soient psychothérapiques ou musicothérapiques, ils ont un impact sur le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire quel que soit le type d'intervention, quand on fait de la neuroimagerie par exemple, c'est-à-dire on met le patient dans une IRM fonctionnelle, on va lui demander de penser à une tâche, donc on va voir certaines zones s'allumer du cerveau, dans le cortex préfrontal par exemple, dorsolatéral ou autre, et que on fait une intervention et qu'on lui refait après, on va avoir des modifications. Donc on va voir qu'il y a un impact sur le fonctionnement de ces neurotransmetteurs. Et donc ces neurotransmetteurs sont impliqués. Après, c'est une des pistes explicatives. Il y en a d'autres aussi, notamment toute la piste immuno-inflammatoire, parce que voilà, j'ai aussi caricaturé un peu, mais il y a pas mal de travaux qui montrent que les patients TDAH seraient plus à même aussi de faire des maladies immuno-inflammatoires, des maladies cardio-métaboliques, avec le syndrome métabolique. Donc des fois, ça dépasse aussi l'explication, on va dire, d'un point de vue neurobiologique, neurotransmetteur. Puis il y a aussi l'impact avec l'environnement. Donc l'idée générale, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, il y a certaines parties où il va y avoir une surexpression de ces neurotransmetteurs, d'autres parties, il n'y en aura pas assez, et que de là résultent en partie les troubles de l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Voilà, pour être très schématique, hein, bien sûr, les connaissances évoluent de plus en plus et on a d'autres modes d'action, que ce soit dans le champ des thérapies non médicamenteuses et médicamenteuses qui permettent d'avoir une efficacité chez certains patients, mais pas chez d'autres. Donc peut-être que les mécanismes d'action ne sont pas forcément chez les mêmes patients, même si le tableau clinique a l'air d'être le même. Donc ça se complique un peu, mais c'est que les recherches qui permettent d'avancer. J'aurais une question. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention, parce que c'était super intéressant et très révélateur sur le TDAH. Étant atteinte du TDAH, ma question, vous avez abordé le sujet des enfants. Est-ce qu'il y a des aides quand on devient parent et qu'on est atteint de ce trouble-là? Parce qu'effectivement, de laisser son enfant dans la voiture, je pense que je pourrais un jour oublier, effectivement, et c'est quelque chose qui m'inquiète pour ma part. Et aussi, la seconde question, c'est est-ce qu'il y a des détections pendant la grossesse au jour d'aujourd'hui qu'il n'y avait pas, par exemple, il y a 20 ans, pour savoir si notre enfant est atteint du même trouble que nous avons. Voilà. Alors j'ai commencé par la deuxième question pour le repérage. Aujourd'hui, comme je disais, c'est un diagnostic clinique. Donc c'est pas parce que mon enfant va bouger beaucoup qu'il est forcément TDAH. On peut juste donner des informations comme quoi on sait aujourd'hui que si je suis moi-même porteuse d'un TDAH et que mon conjoint, en tout cas le concepteur biologique de l'enfant, l'est aussi, il y a plus de risques que cet enfant soit atteint. Après, c'est pas forcément à tous les coups cette possibilité, mais on invitera les parents à être attentifs au développement de l'enfant, donc sans non plus être méga stressés, parce que sinon c'est pas terrible non plus, quoi, pour la qualité de vie perso et celui de l'enfant aussi, il faut pas qu'il ait trop de pression non plus, mais pour qu'il ait peut-être accès à un dépistage le plus précoce possible. Donc quand les parents ils voient que
Surtout si c'est le deuxième, il ne grandit pas tout à fait comme le premier, qu'il est inquiet, et que le professionnel de santé dit non, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on a tendance à dire quand même qu'il faut écouter l'inquiétude des parents. Donc si le parent il a un truc qui voit qu'il y a un truc qui marche pas comme il faut, faut pas hésiter peut-être à demander un deuxième avis ou à multiplier les consultations pour faire du dépistage précoce. Donc aujourd'hui on ne sait pas détecter, alors dans l'avenir peut-être, j'en sais rien, mais si un enfant le sera. Et puis quelque part c'est peut-être pas plus mal non plus, parce qu'après on pourrait arriver peut-être dans des dérives non souhaitables d'un point de vue éthique. Et alors la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des aides spécifiques aux parents d'enfants TDAH ? À ma connaissance, il n'y en a pas qui sont prises en charge à 100% ou en tout cas ou partiellement. Donc je pense que c'est l'objet aussi des travaux, des recommandations, c'est-à-dire de faire des préconisations pour qu'après il puisse y avoir, s'il y a une reconnaissance officielle du statut de parent d'enfants TDAH, on ne peut que souhaiter qu'il y ait des aides, comme il peut y avoir des aides d'accompagnement par exemple à l'école ou en situation de loisir. Après, c'est vrai que j'ai envie de dire la famille est peut-être le premier aidant, mais ce n'est pas une raison pour se reposer que sur elle, parce que des fois, eux-mêmes peuvent être en difficulté, ça peut être épuisant. Donc moi, souvent, ce que je conseille, mais après, c'est facile à dire aussi, parce qu'on est déjà pris des fois par tous les rendez-vous de son enfant, donc trouver du temps pour des rendez-vous pour soi, c'est encore plus compliqué, mais c'est pour ça que j'adresse très fréquemment, après les gens font ce qu'ils veulent, parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller voir les associations aussi, parce qu'ils n'ont pas envie d'être étiquetés, mais je dis vous allez voir, ça n'engage à rien, juste une réunion d'information. Alors maintenant avec Internet c'est bien, parce qu'on voit ce que font les associations, et on peut choisir de donner suite, mais juste déjà d'aller voir comment les autres parents font, et moi du coup je ne sais pas comment ils font. Sauf quand il y en a qui m'expliquent, mais bon, moi je ne suis pas une association à moi toute seule, eh bien ça permet déjà de sortir de l'isolement. Et ça, je pense que c'est peut-être la première chose la plus importante, c'est de ne pas se sentir tout seul. Après, ça ne résout pas tout non plus, mais c'est peut-être la première étape que j'aurais envie de conseiller en attendant de meilleurs augures de prise en charge. Alors je me permets un petit commentaire Ah supplémentaire. oui, vas-y, tu peux compléter. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le groupe Barclay, qui est un groupe de guidance parentale, de psychoéducation parentale, malheureusement qui n'est pas disponible partout sur le territoire. Moi, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études à Montpellier, justement chez le professeur Purper Wakil et Nathalie Franck, qui sont des personnes extrêmement engagées dans le TDAH et qui animaient des groupes Barclay avec un succès très très important, et des listes d'attente pareil qui s'éternisaient sur plusieurs mois. Je sais qu'il y a des choses qui se montent. On en parlera aussi un petit peu plus tard dans la journée. Mais il y a des groupes Barclay aussi qui se montent, en tout cas dans la région. C'est une bonne nouvelle. Bonjour, je vous remercie également. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pourriez dire de lien entre TDAH et ce qu'on appelle l'hypersensibilité, sachant que ce n'est pas un diagnostic médical, mais c'est souvent évoqué dans les médias et beaucoup de patients se reconnaissent là-dedans. C'est vrai que l'hypersensibilité, alors ça peut revêtir... Oui, je soutiens du coup Claire, avec qui je travaille du coup en addictologie, sur cette question d'hypersensibilité aussi et de haut potentiel émotionnel, intellectuel, qui vient surajouter au 10, au TDAH, à des câblages particuliers au plan cognitif, neurocognitif et psychique, plus le processus psychique. C'est très complexe, mais passionnant. Alors c'est vrai que le terme d'hypersensibilité est assez galvaudé. Alors l'hypersensibilité, ça peut être dans toutes les modalités sensorielles, ça peut être visuel, donc il y a les gens qui ne supportent pas trop de lumière, là, comme là par exemple. Tout ce qui est auditif aussi, ne pas supporter trop de bruit. C'est pour ça qu'il y a des magasins qui, à certains moments de la semaine, ne font plus de grosse musique ou diminuent l'éclairage. Il y a l'hypersensorialité, sensibilité, on pourrait peut-être utiliser le terme sensorialité finalement plus au niveau physique, qui ne supportent pas qu'on les touche, au contraire si on les touche ils ne sentent rien du tout. Alors l'hypersensibilité gustative ou olfactive, oui ça peut exister, c'est un petit peu moins on va dire connu ou rapporté par les patients, et que ce terme-là en fait c'est un peu comme ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire ça peut exister dans plein de troubles psychiatriques. Par exemple, on sait que si j'ai un trouble du spectre de l'autisme, je peux être très hypersensible au bruit, puis du coup faire une grosse crise de colère juste parce que c'est comme si j'entendais des décibels x 10 000 comme dans un concert, alors que les autres ils entendent un truc normal pour leurs oreilles. Et donc ça peut être un motif de consultation. Alors c'est vrai que quand les patients viennent en disant j'ai été diagnostiqué hypersensible, nous on est toujours un petit peu gênés parce que comme vous disiez très bien, c'est pas un diagnostic au sens médical. Maintenant on prend ce qui vient, et si le patient il a repéré
un petit problème dans sa vie, ou un gros problème, parce que venir à une consultation de psychiatre, on est très conscient qu'il y a souvent eu des semaines, des mois, des années de cogitation pour dire je vais consulter et je vais le dire que je vais consulter. Donc quand ils viennent, ils ont déjà fait, j'ai envie de dire, les 90% du chemin. Et donc, ils ont déjà une petite idée de ce qui leur arrive. Donc, en fait, on va avoir un peu devant cette demande, un peu la même démarche diagnostique que je viens d'expliquer devant un problème d'attention, c'est-à-dire quels sont les antécédents, quelle est l'histoire familiale, pour essayer d'avancer peut-être vers un diagnostic. Alors après, toute la question du haut potentiel intellectuel, je pense qu'elle sera sûrement abordée cet après-midi. Le fait d'avoir des capacités intellectuelles au-dessus, on va dire, de la population générale, en soi, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est-à-dire les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, ils apprennent plus vite à l'école, ils ont plus de chances d'accéder à des métiers où on peut avoir un poste important, donc ils sont plutôt facilités dans leurs apprentissages et dans leur vie. Après, attention au biais d'entrée, c'est-à-dire que on pourrait dire, moi par exemple, je vois des personnes qui sont haut potentiel, dont, alors je n'utilise pas le mot diagnostic puisque ce n'est pas une maladie, mais dont l'authentification a été faite par la passation d'un test de QI par un neuropsychologue qui va le faire. Donc quand quelqu'un me dit, voilà, je suis HPI, je dis, est-ce que vous avez passé un test de QI? Si c'est non, je dis, peut-être qu'il y a des petits indices qui vous font penser que vous avez un haut potentiel intellectuel, mais c'est comme pour la glycémie, pour le diabète, il faut une glycémie au-dessus d'une norme. Voilà, là c'est pareil, il faut un chiffre au-dessus de la population générale, tout comme le diagnostic de déficience intellectuelle, il faudra passer des tests. Alors évidemment, on voit bien, si j'arrive pas à apprendre à lire ou à écrire, ça peut être en faveur, mais il n'y a peut-être pas que ça non plus, de ce diagnostic de déficience intellectuelle. Par contre, si j'apprends très vite, que je comprends très vite les choses et que je vais 2 fois plus vite que les autres à l'école, ça peut être un indice, mais il faut vraiment faire le test. Après, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout. On a le droit d'être gaucher et d'avoir un cancer. On a le droit d'être brun et d'avoir un diabète. Et donc, on peut très bien avoir un haut potentiel intellectuel et une maladie associée et un trouble associé comme le TDAH, comme une dépression. On va dire la coloration qui risque d'être différente, c'est que comme je comprends assez vite les choses, je suis capable d'analyser et de m'auto-analyser aussi, on peut aussi se dire que la souffrance psychologique va être peut-être plus importante. Mais j'ai envie de dire, celui qui a une déficience intellectuelle, qui n'a peut-être pas accès au langage, qu'est-ce qui me permet de dire qu'il n'a peut-être pas une certaine conscience de ce qui lui arrive et qui souffre peut-être moins ou plus que celui qui est HPI. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui sont très ouvertes. Donc moi, j'ai envie de dire que celui qui vient avec cette authentification par des tests de QI, j'ai plutôt tendance à lui dire que c'est plutôt une chance, mais que s'il a des troubles et des maladies associées, bien sûr, on va s'occuper de lui de la même façon qu'on s'occuperait de tout autre patient qui a une intelligence tout à fait normale. Après, le mode de fonctionnement fait que ça peut être intéressant d'être suivi aussi par des psychologues qui sont formés à cette question, parce que c'est des patients qui sont très curieux de comment ça marche, de pourquoi on les traite comme ça. Donc moi, j'aime bien donner des explications, parce que je me dis que plus le patient y comprend et plus il va être capable de choisir ce qui est bon pour lui, en tout cas dans ce qu'on lui propose. Et que c'est une démarche qui me paraît intéressante, mais je vais essayer d'expliquer de la même façon, avec des mots adaptés à des gens qui seront peut-être moins intelligents en termes de QI. Voilà. Alors, ce qui est du quotient émotionnel, je sais que c'est souvent aussi quelque chose d'assez mis en avant. Après, moi, j'ai pas d'avis spécifique sur la question. D'abord parce que je suis pas formée à passer des tests de QI, de QE, de tout ce qu'on veut. Donc, je viens un peu faire ce que je peux avec les patients et aussi ce qu'ils amènent. Et puis j'essaye de les orienter vers des psychologues ou des neuropsychologues qui sont bien formés à cette question et qui pourront, on va dire, être dans un échange, qui vont les nourrir aussi s'il y a une exigence intellectuelle qui est associée. Mais l'intelligence formelle ne fait pas tout, il faut aussi l'intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que si j'ai un super QI mais que je ne suis même pas capable d'avoir une reconnaissance des émotions faciales de celui qui est en face, ça me fera peut-être du bien d'aller à un groupe d'habileté sociale. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est une question qui est vraiment très compliquée et pour laquelle il ne faut pas la mettre sous le tapis, voilà, et que ça doit faire partie de l'évaluation globale du patient. J'espère que ça répond à votre question. Oui, bonjour, je suis infirmier en maison d'arrêt et du coup je reconnais beaucoup les symptômes que vous décrivez.
Il y a certains détenus qui me parlent, effectivement, ils ont déjà entendu parler du TDAH, ils ont parfois eu un traitement, parfois ils n'ont jamais entendu parler de la chose. Par contre, on retrouve dans leur histoire des éléments qui pourraient faire penser à des troubles de l'attachement, avec des carences éducatives, des carences affectives. Où est-ce qu'on met le curseur en fait pour expliquer qu'on est plutôt du côté neurodéveloppemental ou du côté peut-être affectif? Et une deuxième question peut-être, est-ce que ça existe psychose et TDAH? Oui, alors c'est vrai que exercer en milieu carcéral, déjà dans la vie, on va dire un peu générale, c'est pas forcément facile auprès des patients, mais là c'est une population qui est surreprésentée en termes de troubles psychiatriques au sens large, et des fois qui se retrouvent en prison, des fois faute de lit, faute de moyens, faute de soins, parce qu'ils sont en rupture de soins. Donc la population carcérale est surreprésentée en termes de prévalence de TDAH par rapport à la population générale. Le problème, c'est qu'il y en a une grosse partie qui n'a pas forcément été diagnostiquée. Donc l'incarcération, pour peu qu'il y ait accès à des professionnels de santé, peut être l'occasion d'évoquer le diagnostic. Mais encore une fois, c'est important de suivre la même démarche qu'on aurait dû avoir, si possible, dans le civil. Avec la possibilité aussi d'avoir accès à un traitement. Alors avec la méfiance forcément qu'on a et qui est tout à fait naturelle de se dire si je prescris un traitement à un détenu ou à une personne sous main de justice, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cantinage, qu'il ne termine pas dans son estomac en fait, et qu'il ne soit pas mésusé ou traficoté, tout simplement. Mais c'est peut-être pas une raison pour ne pas le traiter non plus. Et comme c'est très encadré, ça peut être l'occasion aussi de voir si ça diminue l'intensité de certains symptômes. Alors évidemment, le TDAH n'explique pas toutes les conduites délictueuses. Il y a aussi le problème des addictions, qui est quand même très important à dépister et à co-traiter en même temps s'il y a ça. Alors après, on sait que les personnes qui arrivent en prison sont souvent aussi des patients surexposés à des traumatismes. Des fois, ils les ont oubliés. Des fois, ils ne veulent pas en parler. C'est souvent pas forcément que psychologique, mais ça peut être aussi et ou sexuel et ou physique, dans des milieux des fois complètement carencés, avec des parents qui étaient eux-mêmes en grande difficulté. Donc après, ce qui relève on va dire, des difficultés d'attachement qui peuvent exister dès le début de la naissance, avec des placements, des ruptures de liens affectifs avec soit les parents biologiques ou soit les différents placements, bien sûr, ça a un impact sur le cerveau et sur les relations interpersonnelles. Donc l'incarcération peut être aussi le moyen, si la personne concernée est d'accord, de refaire un peu l'historique et puis peut-être de travailler certains points douloureux et puis peut-être de traiter aussi, je pense en particulier au syndrome de stress post-traumatique qui donne beaucoup de symptômes communs avec le TDAH, les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire, l'impulsivité, l'irritabilité, la dépression. Et donc donner des thérapeutiques qu'il faut, ou en tout cas qu'on a à disposition, psychothérapeutiques et ou médicamenteuses. Et puis l'autre question, c'était quoi? J'ai eu un bug. Ah oui, les psychoses, voilà. Oui, alors là c'est pareil, pour pas noyer le poisson, j'ai pas trop évoqué toutes les comorbidités et toutes les complications qui peuvent être liées au TDAH, mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus de comorbidités entre les troubles schizophréniques, pour parler des troubles psychotiques les plus fréquents, et des troubles de l'attention, sachant que dans les troubles schizophréniques, il y a quand même des troubles cognitifs souvent importants, avec une intelligence qui peut être tout à fait normale, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, et qu'une des questions est-ce qu'il n'y a pas un sous-diagnostic d'un trouble neurodéveloppemental aussi qui pourrait être associé de type TDAH. Donc là, c'est une question qui est moins connue, qui est moins explorée. Alors moi, c'est vrai que dans ma pratique clinique, j'ai assez peu de patients finalement qui viennent à la consultation dans le but de mieux évoquer ou en tout cas de mieux individualiser un TDAH. Alors une des explications possibles, c'est peut-être que c'est des patients qui ont déjà un diagnostic de trouble schizophrénique et qui a déjà tellement à faire avec cette maladie qu'on a peut-être méconnu, on laisse peut-être de côté notamment tout ce qui est dépression aussi. La dépression, on peut l'avoir aussi quand on a un problème de schizophrénie, sauf que des fois elle va être sous-évaluée parce que pareil dans la dépression, un trouble cognitif, on va dire c'est la schizophrénie, ou il y a un trouble de la motivation, on va dire c'est la schizophrénie alors que c'est une perte de l'élan vital qui est en lien avec la dépression. Donc de plus en plus il y a des travaux sur la question, mais ils sont encore on va dire assez récents, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser et se poser la question lors d'une évaluation globale qui peut être faite
quand le patient arrive en prison, malheureusement, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait des petits points positifs, pourquoi pas, parce que le but, c'est la réinsertion derrière. Donc, la compréhension de troubles que je peux avoir et qui n'auraient pas été dépistés, et surtout l'accès à un traitement digne de ce nom, ça prépare aussi la réinsertion. Et il y a encore de la formation à faire. Moi, j'ai un jeune patient de 16 ans pour laquelle la maman m'a appelé il n'y a pas longtemps, parce qu'il est incarcéré chez les mineurs parce qu'il a fait des conduites délictueuses, donc il est incarcéré et on lui a dit que le TDAH n'existait pas et que, moi je l'ai vu, alors en même temps il peut être que d'accord parce qu'il n'était pas d'accord avec le diagnostic, donc lui-même n'acceptait pas ce diagnostic, le TDAH n'existait pas et que c'était un problème d'éducation et que sa mère aurait dû mieux l'élever. Donc évidemment sa maman elle était un petit peu en larmes, donc je vais faire un courrier et je vais envoyer mon compte-rendu de quand je l'avais vu au médecin de la prison pour essayer de faire en sorte qu'il puisse reconsidérer l'évaluation globale de ce jeune homme qui, encore une fois, aurait peut-être terminé en prison sans forcément avoir un TDAH. Voilà, il ne faut pas tout coller, évidemment, les deux. Mais n'empêche que s'il a un trouble, il mérite quand même d'être au moins diagnostiqué et peut-être traité si besoin. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Mais voilà, une évaluation globale, je pense, systématique de tous les troubles possibles me semble très important. Plus les tableaux sont compliqués, plus il faut passer un petit peu de temps quand même. Bon, je suis navré, ce sera la dernière question pour la présentation du professeur Sauvaget. Bonjour, moi je suis papa d'un jeune ado qui est HPI et dont on attend l'évaluation pour un soupçon de TDA, mais a priori je ne me pose pas trop la question. Après, je me posais juste la question sur la disponibilité en fait, des médecins. Alors c'est très pratico-pratique, hein. C'est-à-dire que je suis aussi professionnel et je travaille avec pas mal de médecins psychiatres. Quand on veut prendre rendez-vous, ils sont chargés, soit ils prennent plus une nouvelle patientèle. Donc, est-ce qu'il existe encore des médecins psychiatres disponibles pour pouvoir faire des certificats médicaux pour les jeunes comme ça en difficulté? Voilà, c'est très simple. Oui, merci pour la question qui nous préoccupe, qui des fois nous empêche de dormir, hein, je vous le dis carrément. Donc c'est pour ça qu'on ouvre des consultations. Alors nous on refuse jamais aucune demande, quitte à ce qu'il y ait de l'attente. Alors ça peut être un choix parce que moi je me vois pas dire non à quelqu'un en fait. Donc voilà, ça peut être un défaut aussi. Hein. Quel que soit l'âge au-dessus de 16 ans, voilà, parce qu'après ça relève des psychiatres d'enfants et d'adolescents. Des fois, oui, il y a de l'attente. Donc c'est pour ça qu'on essaye de forcer nos actions en termes de formation de nos collègues qui, je vous le disais, sont pas forcément à l'aise avec cette question, mais c'est pas qu'ils manquent d'envie, mais ils ont envie de faire les choses un petit peu sérieusement. Donc des fois, ils nous adressent des patients. Moi, c'est vrai qu'il m'a fallu quand même engranger un certain nombre de kilomètres. Hein. C'est comme quand on apprend à piloter un avion pour me sentir à l'aise avec cette question. Donc je les comprends parfaitement et c'est pour ça qu'on va essayer d'accélérer on va dire leur mise en confiance, en fait, tout simplement pour qu'ils puissent faire un diagnostic, de la même façon qu'il y a auprès des centres ressources autisme des actions vraiment très, très régulières, très actives au niveau régional, puis après dans les antennes de formation auprès des professionnels de santé, et puis aussi de documentation auprès des familles. Et c'est pour ça que tout ce qui relève du trouble du neurodéveloppement, on essaye d'avoir des actions communes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire d'aller voir déjà son médecin traitant, ça me paraît être la première pierre. Que s'il n'est pas formé à ça, c'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on fait un compte-rendu, on glisse un petit papier, c'est quoi le TDAH, une feuille A4, recto verso, et de la documentation aussi sur le traitement médicamenteux, puisqu'ils sont concernés en première ligne, et qu'on va commencer des actions de formation auprès des médecins généralistes. Donc j'ai envie de dire que il faut regarder déjà dans son environnement le plus proche. Et puis si des fois il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller voir un médecin, il faut y aller, parce que nous quand on a ouvert la consultation sur Nantes, ça m'arrivait de recevoir des patients d'autres régions. Alors maintenant, si, ça m'arrive de dire non quand même, parce que quand un patient vient de Caen, je les adresse à mes collègues universitaires en disant vous aussi, vous pouvez quand même monter des consultations comme nous on les a montées, parce qu'on va essayer de privilégier, on va dire, les Pays de la Loire, ce qui est déjà pas mal, en ouvrant des antennes à droite à gauche. Et puis l'autre possibilité aussi, c'est d'avoir affaire à la téléconsultation. On a des collègues qui sont accessibles, même s'ils sont à distance. Alors l'avantage aussi, ce que je vous disais, c'est qu'ils voient un peu comment ça se passe à la maison, donc ça leur donne des informations supplémentaires. Ils sont habilités à faire des prescriptions aussi. Donc peut-être que le docteur David Braille pourra vous donner aussi des informations à ce sujet sur les sites de téléconsultation qui peuvent... Voilà, évidemment, l'idéal, c'est bien d'avoir quelqu'un en vrai en face de soi, mais
j'ai envie de dire, s'il y a une téléconsultation qui est accessible assez rapidement, bah, autant la prendre, quoi. Alors, je compléterai. Je peux vous donner comme. Je compléterai pour le coup pour être pratico-pratique pour les patients vendéens et les familles vendéennes. Donc officiellement, ça y est, les consultations ont commencé. Moi, je vois des patients, des nouveaux patients. À côté de ça, j'ai d'autres responsabilités, notamment au niveau des urgences psychiatriques. Et Dieu sait qu'il y a du travail. Donc je ne peux pas non plus m'engager à 100% dans cette filière de consultation. Cependant, depuis plusieurs semaines maintenant, je reçois des nouveaux patients toutes les semaines pour faire le point sur ce diagnostic de TDAH. La conduite à tenir, elle est très simple. Il suffit de m'adresser à un courrier de la part du médecin traitant adressé au CMPI Arc-en-Ciel. Voilà, c'est là où je consulte pour la filière TDAH. Ensuite, une fois qu'on a reçu ce courrier d'adressage, on les trie par gravité, par sévérité, par impact sur la vie quotidienne que le malade a en lien avec potentiellement ce trouble. Et ensuite, on renvoie à la famille et aux patients un questionnaire, donc un travail d'amont qui doit être fait justement pour tout ce qui est l'aspect neurodéveloppemental, aller chercher des informations sur la petite enfance, sur tout l'âge scolaire et autres, parce que vous verrez que c'est un questionnaire qui est assez musclé quand même. Et une fois qu'on a reçu ce questionnaire, on prévoit la consultation. Donc il y a plusieurs étapes. Ensuite, je vois le patient une première fois. Parfois, je le vois une deuxième fois avant de pouvoir poser un diagnostic. Et on se revoit, ou pas d'ailleurs, si on décide de mettre en place des thérapeutiques ou des prises en charge spécifiques sur le sujet. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc pratico-pratique aujourd'hui, il faut un courrier d'adressage du médecin généraliste ou du psychiatre traitant, ça arrive aussi. Il faut l'adresser au CMPI Arc-en-Ciel, au docteur Marchand, c'est moi. Et ensuite, il y a un travail d'information avec le questionnaire qu'on vous renvoie, qui prémâche le travail, on va dire, en lien avec cette consultation diagnostique. Oula, l'adresse postale, je vous avoue que c'est le CMPI Arc-en-Ciel, je ne pourrais pas vous le dire. Vous tapez sur Google, CMPI Arc-en-Ciel, vous allez voir, c'est très simple. C'est au niveau du centre hospitalier général, départemental, juste au niveau du rond-point. Voilà, c'est ça, à La Roche-sur-Yon. Oui, ça je dis. Oui, on va s'arrêter là pour ce matin, et puis on reprendra à 14h pétante pour l'intervention du professeur Wittjank. Merci beaucoup.